Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonsoir. Merci de votre fidélité, merci de vos soutiens, merci de vos critiques et puis merci également de vos suggestions. Alors, on va faire le final puisqu'on a passé en revue un certain nombre d'hommes et de femmes politiques puisque vous savez que dans quelques jours, vous allez devoir accomplir votre devoir citoyen. Et pour terminer ce tour qui n'est pas exhaustif, je vous avais déjà averti, on termine avec Serge Letchimy qui veut à nouveau porter sur ses épaules le dur labeur de gérer ce pays. On se demande vraiment pourquoi il veut autant souffrir. Serge Letchimy, bonsoir. Bonsoir et bonsoir à toute la Martinique, avec mes excuses parce que j'ai une voix de crooner. C'est pour plaisanter. Je suis sûr que la gente féminine va apprécier. C'est parce que bon, on parle en campagne beaucoup et j'ai la voix un petit peu écorchée. Mes excuses. Bon, en tout cas, ça apporte de l'authenticité probablement à cette émission. Bien évidemment, on va parler de la campagne puisqu'on est en plein dedans. Quand cette émission sera diffusée, il ne restera qu'une semaine pour compléter le tour de la Martinique, si vous ne l'avez pas encore entamé, mais je sais que vous êtes sur le terrain, comme les autres. Et puis on parlera de vous, on parlera du passé, on parlera de l'avenir. Et on va commencer probablement, parce que je suis sûr que vous adorez les émissions un peu punchy. On va commencer comme ça et vous allez adorer. Si je vous dis Catherine Conconne, quel est le premier mot qui vous vient à l'esprit? Les relations de cordialité. Cordialité. Je lui ai posé la même question, elle a dit respect. Bon, tant mieux. Tant mieux, très bien. Il y a beaucoup de propositions de part et d'autre, mais on a l'impression qu'un certain nombre de candidats ne veulent pas finalement gagner cette élection. Est-ce que vous savez pourquoi ? Ça peut surprendre, ça, d'aller dans une élection, enfin, de participer à une compétition et puis ou les pédales à la fin. Enfin, je ne sais pas s'ils veulent perdre. Je sais qu'ils d'ailleurs, ils le disent. Il y en a qui disent, bon, écoutez, je gagne, c'est qu'il s'est passé quelque chose. Ils disent pas ça en public, hein, en tout cas, ou elles disent pas ça en public. Mais bon, c'est vrai qu'il y a des candidats qui veulent aussi exprimer leur opinion. Oui, c'est une tribune. Ah oui, ça c'est clair. Et puis il y a des candidats aussi qui ont des ambitions très personnelles, légitimes, je le comprends. Et puis il y a d'autres candidats qui aussi veulent régler des comptes. Oui. Vous ne faites partie d'aucune de ces catégories. Vous allez me le dire vous-même. Mais en fait, je suis plutôt de ceux qui participent à cette bataille politique, à ce moment, à ce rendez-vous démocratique, pour à la fois défendre des idées, défendre un projet avec une équipe, parce que j'aime la Martinique, et je considère que ce pays-là, actuellement, est en difficulté et qu'il faut un engagement supplémentaire. Alors, allons essayer de dire la vérité sur ce point. Il y a des gens qui considèrent que vous revenez parce que vous avez une revanche à prendre. Alors, moi, je ne vous ai jamais posé la question. On a eu l'occasion d'échanger sur plusieurs médias, à plusieurs occasions. Qu'est-ce que vous en pensez? Pierre Samo a une phrase lumineuse. Et il y a un mois et demi, au Grand Carbet, ou 2 mois, ni revanche, ni vengeance. Et nous nous sommes accrochés à cette expression, à cette maxime de Pierre, parce qu'en fait, il a parfaitement raison. Nous ne sommes pas là pour régler des comptes. Il y a bien sûr des différences en démocratie, il y a des dialectiques, il y a des mouvements d'opposition, il y a même quelquefois des raideurs qu'il faut assumer parce qu'on n'est pas dans une pensée monolithique. Donc il faut absolument qu'il y ait quand même des affrontements. Oui. Mais surtout pas parce que cette épreuve de diriger une mairie, une collectivité, un pays, c'est toujours une épreuve extrêmement difficile. Il faut à la fois être très sévère avec vos adversaires parce qu'ils partagent pas, nous ne partageons pas les mêmes niveaux, les mêmes choses, les mêmes ambitions, mais en même temps, il faut les respecter. Et c'est plutôt beaucoup de respect que j'ai pour les adversaires et l'ensemble de la classe politique. Même si ils vous ont quand même tanné le cuir en 2015. Alors on va revenir sur certaines composantes de
du contenu des attaques qu'ils vous ont adressées. Et comme on ne vous a jamais interrogé sur ça, allons y consacrer quelques minutes. On a surtout besoin de savoir si vous considériez ces points de faiblesse comme des erreurs ou que vous continuez à penser que ces idées ou ces propositions étaient parfaitement légitimes. Alors, je vais vous les citer. Alors, pêle-mêle, hein, donc, il y a eu un doute sur ce que vous pensiez des 40%. Il y a eu un doute sur ce que vous aviez en termes comme projet sur le statut. Il y a eu des doutes sur... Alors ça, je suis sûr que cette peau de banane vous a été glissée par quelqu'un de votre équipe qui ne vous aimait pas. La fameuse monnaie locale, etc., etc. Alors, ça a été au cœur de la campagne. Je me souviens de Yann Monplaisir qui en faisait son cheval de bataille systématique. Ces coups de boutoir ont probablement ébranlé un peu votre campagne. Est-ce que vous considérez que ça c'est le passé et que ce sont des erreurs, ou est-ce que certaines de ces propositions sont encore valables? Et là où il y a eu erreur, c'est pas dans le fait de débattre, de discuter d'un sujet récupéré par un adversaire qui en fait de la propagande. À la limite, c'est le jeu. Pas de mentir, mais d'utiliser quelque chose pour abattre l'autre, quoi. Pardon-moi. C'est surtout le fait, en termes d'erreur, que dans un débat que nous lançons, c'était le débat sur le PADM, le plan d'action et de développement de la Martinique, eh bien, on a posé les problèmes, notamment très ouvertement, parce qu'il y a des gens qui sont aujourd'hui, bien sûr, très attachés aux 40%, et c'est mon cas. Pour que ce soit clair, la réponse est claire. Bien sûr qu'ils sont contre, et d'autres qui pensent qu'il faut absolument arrêter avec ça. C'est un petit peu le débat sur les 30% d'abattement fiscal. Tout à fait. Est-ce qu'on est pour ou pas? En Martinique, il y a eu débat. Il y a des gens qui... Moi, j'étais pour le maintien des 30%, pour donner du pouvoir d'achat local. Il y a d'autres qui étaient pour la suppression en disant que ça ne sert à rien pour les Martiniquais. Y compris dans votre équipe, hein. On est bien d'accord. Quand vous dites qu'il y a des gens qui sont pour, il y a des gens qui sont contre, autour de vous, il y avait des gens qui étaient pas très proches de moi. Hein. Je pense surtout à certains qui briguaient des responsabilités politiques, ministérielles, et qui ont livré ça au gouvernement, qui a fini par tuer les 30% d'abattement fiscal. Je ne vais pas citer de nom ici, mais on sait de qui je parle. Et deuxième chose, donc c'est une erreur de n'avoir pas pesé dans les propositions qu'on formulait de débat, j'indique de débat, le fait de ne pas être trop précis, mais d'indiquer que c'est un débat, 40% monnaie locale. Ça a été tout de suite transformé que Letchimy est contre les 40%. Deuxièmement, ça a été toujours tout de suite transformé que Letchimy a remplacé l'euro par la monnaie locale. Non, c'est absolument... le niveau de l'erreur, c'est surtout sur la communication. Maintenant, sur le fond du sujet. La Guadeloupe est actuellement en train de réfléchir sur une solution d'achat de proximité. Bon. Je propose qu'il y ait un chèque achat pays. Et je crois qu'il y a des adversaires qui proposent la même chose aussi, simplement pour booster l'achat local, à la fois touristique et par nous-mêmes. Parce que si on ne cible pas la production locale pour la mutation agricole, pour aller vers plus d'autonomie alimentaire, et si on n'accompagne pas ce processus, et ça ne marche pas. Donc on va travailler bien sûr sur ce chèque qui sera simplement un financement accordé sur une série de produits qui permettra budgétairement de booster l'acquisition et surtout de maîtriser les coûts parce qu'on a besoin de produits locaux, mais pas de produits locaux qui concurrencent terriblement. Ça ressemblerait un peu à ce que Macron a fait avec le Pass Culture, une espèce de chèque qui privilégie l'achat de produits locaux. Oui, en fait, Macron, si je peux vous taquiner, parce que je pense que vous voyez très souvent Macron, vous ne voyez pas ce qui se fait localement. Non. Mais oui, mais attends, le pass culture, on mettait en place il y a 5 ans. Oui. Le pass transport pour les seniors, je l'ai mis en place il y a 5 ans, etc. Et le pass culture nous permettait, avec un accord sur les personnes qui travaillent sur le cinéma, etc., d'avoir une réduction pour les jeunes. Il va falloir aller beaucoup plus loin sur l'éducation. Je pense qu'il faut absolument accompagner mieux, notamment les familles démunies, sur l'acquisition de leurs bouquins, de leurs livres, de leur ordinateur, ou de leur accorder les livres et les ordinateurs. Ça se fait partiellement au niveau de l'État, au niveau des collèges. Maintenant, il faut aller sous les lycées et l'université.
Alors, dernier point de ces, entre guillemets, erreurs, le statut, c'est fini ou pas? C'est pas le sujet qui, de mon point de vue, qu'il faut mettre sur la table là. Et nous avons une séquence statut en 2010. Il nous faut utiliser tout ce qui peut nous permettre d'avoir des droits à l'initiative sur le plan local. Alors, j'essaie de traduire. On reste dans le 73. Bien sûr. Et on utilise toutes les potentialités du 73. Mais nous l'avons même défendu et fait voter. Ouais. Je n'ai pas opté pour le 74, alors que je considère que, pour moi, plus de responsabilité locale, c'est essentiel. On n'est pas allé au 74 parce qu'on considérait que le 74 allait rompre ce que Césaire a défendu en 46, c'est-à-dire le droit à l'égalité. Puisque le 74, c'est après un vote qu'on négocie avec vous ce qu'on garde en termes de relations d'équité et d'égalité. Donc on n'a pas voulu aller sous cette formule du 74. Pour nous, la solution, c'est aller le plus loin possible actuellement dans le cadre du 73 pour obtenir le plus de responsabilités et de droits d'initiative nous permettant de protéger notre personnalité collective et d'initier un développement intégré. Donc c'est un peu plus clair là. Merci. C'est un peu plus clair parce qu'en 2015, ça ne l'était pas du tout. Hein. Très objectivement, il y avait pas mal de nuances à apporter et d'incompréhension. Ça explique peut-être le résultat. Alors, allons toujours parler un peu politique. Qu'est-ce qui vous différencie vraiment? La question m'a été posée à plusieurs reprises avant cette émission. Qu'est-ce qui vous différencie vraiment d'Alfred Marie-Jeanne? Beaucoup de choses. Je vais vous dire pourquoi. Beaucoup de choses. Je vais vous dire pourquoi. Parce qu'on a mené un sondage et on posait aux Martiniquais la question suivante. Quelle est la meilleure alliance possible, selon vous, au deuxième tour? Parce que probablement, on y reviendra tout à l'heure, probablement, compte tenu du nombre de listes potentielles qu'il y aura au deuxième tour, l'alliance semble, j'allais dire, politiquement et mathématiquement inévitable. Et les gens nous ont répondu, à 65%, la meilleure alliance possible, c'est Letchimy Marie-Jeanne. Alors, probablement que c'est une image, probablement que c'est une espèce de message qu'ils envoient, mais donc, qu'est-ce qui vous sépare d'Alfred Marie-Jeanne? Moi, je vais répondre autrement, si vous m'autorisez. Vous faites comme vous voulez. Oui. Un homme qui reste aussi longtemps au pouvoir et qui impacte autant la population, on ne peut pas nier ça, qui impacte la population négativement ou positivement. Pour la part positive, c'est son camp, ce sont ses électeurs. On ne peut pas dire qu'il n'a rien fait, qu'il n'existe pas. C'est faux, complètement. Sinon, ce serait insulter la population. Ben, oui, tout à fait. Ce serait à la fois insulter la population et paraître d'une arrogance incroyable. Marie-Jeanne a dirigé la mairie de Rivière-Pilote pendant 25 ans. Il a été conseiller général pendant très longtemps. Il a été parlementaire. Et ça veut dire quoi? Si Peuple a choisi, c'est qu'il y a connaître en lit des qualités. Et il a été 3 fois président. Hein. Oui, absolument. Il a une longévité de présidence incroyable. 98-2004, 2004-2010, il a été 2015-2021. Il a été 3-4 fois parlementaire. Ouais. Et il a même passé son espace parlementaire du Sud à son... Et tout ça grâce à la population. Il n'a jamais été sénateur, par exemple. Donc, vote direct. Oui, donc on ne peut pas nier son impact et son importance dans la vie politique locale. Il y a quand même des choses, même si on regarde ça et on dit, écoutez, le peuple choisit à chaque fois, il ne va pas mettre un revolver dans la tête à monde pour voter pour Marie-Jeanne, et il a fait ça. Par contre, il y a beaucoup de choses qui nous séparent. C'est pour ça que je respecte. Et quand on se voit, c'est ça ma question. Quand on se voit, on se dit bonjour, on parle, même il nous est arrivé de voyager ensemble aux oreilles de Marie-Jeanne, toujours qu'à mais on l'a pas les pieds. Donc de temps en temps, on a voyagé au moins 2-3 fois côte à côte. On a échangé beaucoup. Sur ça, il n'y a pas de... Je pense qu'il n'y a pas de haine, il y a simplement une violence verbale quand il est contre un adversaire et qui quelquefois limite. Bon. Mais ce qui nous sépare fondamentalement, c'est surtout sur le plan politique. C'est vraiment sur le plan politique. Je considère qu'il n'est pas démocrate et qu'il ne respecte pas l'organisation des institutions. Et à plusieurs reprises, il a démontré.
Ça, c'est une première chose. Et ça, c'est exprimé là pendant cette phase de gouvernance. Il a un vrai problème avec la démocratie. Il est plutôt dans une relation extrêmement virulente, violente et d'autocratie. La deuxième chose, sur le plan purement politique, je pense que la Martinique a le droit de prendre des initiatives en matière d'indépendance. Le droit à l'initiative existe pour l'indépendance. Mais il a quand même mystifié beaucoup. Il a énormément mystifié en donnant le sentiment à la population d'être dans un pays avec une ferveur qui pourrait lui permettre de prendre des risques qu'il n'en a jamais pris. Jamais. C'est pour ça d'ailleurs qu'on me fait plus passer comme un indépendantiste que lui-même, quoi. C'est assez paradoxal. En fait, la mouvance considère, ah non, mais les chimies qui risquent de banou l'indépendance en autonomie obligée, alors que Marie-Jeanne, il n'a parlé de ça, mais il n'a pas de ça. Donc il y a beaucoup de mystique. C'est même une idée qui est exprimée. Nous, quand on fait des études, elle est très clairement exprimée. Les gens nous disent, la seule personne qui peut garantir que nous n'aurons jamais l'indépendance, c'est Alfred Marie-Jeanne. Oui. J'ai entendu ça mais c'est hyper paradoxal, parce que c'est lui l'indépendantiste, c'est pas moi. Bon, mais enfin, je vous rassure. Vous y êtes très mal pris, vous vous rendez compte? Un indépendantiste. Non, parce que peut-être que vous y avez participé, on confond indépendance de l'esprit et volonté d'indépendantisme. C'est pas pareil. Moi, je suis très indépendant dans ma pensée, dans ma manière d'être. Pour moi, c'est fondamental. Et la première des libertés, c'est la liberté de penser. C'est une maxime très importante pour moi, donc il faut absolument que je sois. Mais en fait, ça a été aussi construit par l'ambiance politique. Et puis la dernière chose, c'est que je considère que Alfred Marie-Jeanne ne permet pas à un pays de se développer de manière cohérente et affaisse l'initiative locale sur le plan économique et affaisse l'ambiance positive en termes de croissance, de développement. Je pense qu'il a joué un rôle très négatif là-dessus parce que pour lui, la gestion, c'est une gestion purement comptable. Alors, on peut, parce qu'il y a beaucoup de personnes aussi qui disent, pour qu'on soit très sincère entre nous, qui disent, oui, mais il faut qu'il y ait un bas de laine. Ok, mais il y a une différence quand même incroyable entre un bas de laine et puis un matelas. Hein. Bon, ça n'a rien à voir. Et il faut absolument avoir des comptes équilibrés, mais on ne peut pas paupériser une population sans rien faire, en gardant des millions d'euros en caisse, alors que vous avez des gens qui n'arrivent pas à payer leurs factures d'électricité, n'ont pas de logement, des équipements. Les infrastructures économiques en Martinique ne sont pas au niveau. Vous êtes d'accord avec moi, vous êtes économiste, ne sont pas au niveau. Donc comment rattraper ces équipements-là? Il a eu une gestion en régie du développement économique qui ne me plaît pas du tout. Je considère qu'il faut quand même tenir compte d'un des aspects où il pense qu'il faut absolument sortir équilibré, et c'est ce que j'ai toujours fait, et avec un excédent, mais un excédent mesuré, pas un excédent à 76 millions d'euros, à 200 millions d'euros. Alors, allons un peu plus loin. Aujourd'hui, on a bien vu que l'un des décalages majeurs avec sa philosophie économique, c'est bien, vous venez de l'exprimer, la rigueur, voire l'extrême rigueur, avec comme conséquence positive, c'est que les institutions qu'il a dirigées n'ont jamais fait l'objet d'une quelconque remise en cause financière. Et vous dites, au contraire, même si on préserve ce que vous appelez un bas de laine, l'investissement public doit être un peu l'élément essentiel de votre politique. Mais jusqu'à où? C'est ça le curseur. Oui, parce que c'est ça le curseur. Vous n'êtes pas comptable de toutes les faiblesses de ce pays. Alors, on n'est pas comptable de toutes les faiblesses du pays, quel que soit le pays au monde, on a toujours des forces et des faiblesses. Mais nous sommes comptables de l'avenir de la population, notamment des jeunes. Parce que, expliquez-moi pour quelle raison les jeunes ne partent pas, hein. Les jeunes fuient. C'est très différent, les expressions. Il n'y a qu'à fuir. Pour quelle raison les jeunes partent comme ça et ne veulent pas rester dans le pays? Et le cas de ma fille Cassandre qui est partie. Alors, je lui pose la question, elle me dit non, il n'y a plus d'espoir ici, à quoi que ce soit. Bon, donc les jeunes fuient. Et beaucoup de mamans, papas vivent ce départ comme une blessure, etc. Pour quelle raison? Parce que nous devons absolument considérer que dans une économie qui est la nôtre, d'économie d'importation massive, avec deux grandes spéculations d'exportation, l'argent public investi
doit se coller aux mécanismes de financement bancaire et privé pour créer un volume important d'investissement qui va accompagner le développement économique. C'est une base. Ça ne veut pas dire qu'il faut faire que ça, c'est une base essentielle. Donc, il y a une espèce de logique et chez ces personnes, dont Marie-Jeanne, de dire, attention, investir, c'est perdre de l'argent. Investir, c'est dépenser. Mais entre-temps, nous n'y chômeurs là, nous. Entre-temps, nous avons des personnes qui n'ont pas leur possibilité d'avoir l'aide personnalisée à l'autonomie correctement. Entre-temps, les associations sont en train d'étouffer. Il suffit de voir la situation de l'assise à Fort-de-France avec les SDF pour bien comprendre qu'il ne fallait pas chipoter pour donner des subventions à l'assise. Donc il faut accompagner cela sans pour cela tomber dans du déficit, ce qu'on n'a jamais fait. Et si Césaire n'avait pas opté pour une politique d'investissement à la limite très difficile à supporter et qui ne s'était pas un petit peu, pas endetté, mais fait des emprunts, eh bien, on aurait une Fort-de-France en situation de délabrement. J'ai écouté le maire de Rivière-Pilote actuellement, qui dit clairement, sa commune, c'est 7 millions d'euros d'excédent. Je sais pas, il me semble que le bourg de Rivière-Pilote est inondé, et j'ai même voté 1 million d'euros pour permettre d'accélérer les études quand j'étais président de région. On se pose la question, et le tout à l'égout, le peuple de Rivière-Pilote, qui est un peuple vaillant, qui est un peuple que nous devons tous respecter, a quand même besoin d'un minimum d'assainissement et de manière cohérente, de zones d'activité, etc. Donc il y a une tradition, une culture de la gestion qui n'a rien à voir avec des villes dynamiques comme Sainte-Luce, comme Sainte-Marie, comme Schœlcher, comme Fort-de-France. Il y en a plein où il y a toujours quelque chose pour pouvoir booster le développement économique. Allons faire un peu le bilan de la mandature. Alors je sais que vous n'aimez pas trop ça. La mandature d'Alfred Marie-Jeanne et de ses compagnons de route, même si une partie d'entre eux ont sauté en plein vol avec leur parachute, mais sont restés quand même accrochés à l'avion. Ils n'ont pas démissionné. Ce qui est paradoxal. Ce qui est assez étonnant. Mais ils l'assument parfaitement. Vous diriez quoi de cette mandature ? On a frôlé la catastrophe. Voilà. On est passé tout près, en fait. Nous passé tout près. Parce que, honnêtement, cet attelage-là ne pouvait pas tenir. Quand on connaît le tempérament à la fois du président de l'exécutif, de Claude Lise, des membres comme Mon Plaisir ou d'autres, ça ne pouvait pas tenir. Vous dites dans une émission sur une autre chaîne, ça aurait pu s'effondrer. Alors, le ça, on a bien compris que c'était, on va dire, la collectivité. Mais est-ce que vous pourriez nous dire, grâce à qui ou à quoi ça ne s'est pas effondré ? Il faut peut-être expliquer pour quelles raisons je dis que ça aurait pu s'effondrer. Rappelez-vous la Polynésie. Il y a quelque temps, la Polynésie, chaque année, revotait pour choisir un gouvernement. Un nouveau président. Un nouveau président. Pour quelle raison ? Parce qu'il n'y avait pas de stabilité institutionnelle. Vous vous rappelez le débat qu'on a... On va revenir sur ça, parce qu'il y a quand même, à terme, gardez ça dans un coin de votre tête, il y a quand même à terme, là, sur cette élection, une probabilité de majorité relative. Hein. Il faut oui, c'est possible. Hein. C'est possible. Alors, mais c'est justement pour cela qu'il va falloir avoir une majorité stable. C'est ça la réponse que je vous ferai. Là, on a fait un attelage, et quand je dis ça pouvait s'effondrer, c'est-à-dire une motion de défiance pesée pouvait faire tomber l'exécutif, c'est-à-dire les 9 membres, dont le président. Bon. Nous n'avons pas voulu participer à ça parce qu'on a dit à ceux qui déposaient la motion de défiance, le peuple a choisi M. Marie-Jeanne. Ils sont venus vous voir et ils vous ont interrogé sur votre participation à une motion de défiance. Pas moi, mais mon groupe. Oui. Et le peuple a choisi un président. Zot fait alliance. Et puis, vous saviez parfaitement qui il était, quelle est sa pensée et quelles sont ses orientations.
Aller dire qu'il n'investit pas assez, qu'il est autocrate, qu'il est violent, qu'il ne respecte personne, que la Martinique est en train de s'effondrer, qu'il y a 100 millions d'euros d'investissement de moins chaque année, qu'actuellement les jeunes fuient, que la question de l'aide personnalisée aux personnes âgées, par exemple, à la CPA, c'est-à-dire l'aide aux handicapés, c'est catastrophique. C'est-à-dire on a actuellement de plus en plus de personnes âgées, de personnes qui sont en besoin, notamment des personnes qui vivent du handicap, et qu'on est totalement perdu. L'université est en bam-bam, etc. On a un transport qui est dans une situation grave. Vous saviez ça. Bon, pour quelle raison vous nous demandez de participer à faire tomber l'équipe? Non, on ne peut pas. Parce que si vous faites tomber l'équipe en place, dirigée par M. Marie-Jeanne, eh bien, vous remplacez par qui? Vous les remplacez par justement les adeptes de lui-même. Bon. Et vous les remplacez aussi dans un désordre. Et au bout de 4 mois, il était qu'à virer tout le monde encore. En fait, c'était une mascarade, parce que ce qu'on voulait nous faire faire, c'est de faire un effacement de conscience. Nous parlions ailleurs, mission encore. Mais c'est quand même assez lâche en cours de route de dire ça. En plus, aucune de ces personnes ne présente une démission. Parce que quand on a de l'honneur et qu'on est intègre, qu'est-ce qu'on fait? On n'est pas d'accord avec quelqu'un. On dit, monsieur, je suis avec vous, j'ai fait un mariage burlesque, je me suis mis avec vous, parce que je voulais le pouvoir, et simplement le pouvoir. Et je souhaitais développer, mais c'est pas possible, je remets ma démission. Ce serait plus clair aux yeux de la population. Donc nous n'avons pas participé à cette mascarade. Et le fait que l'intervention au quotidien, l'investissement des administratifs ait pu continuer, est-ce que c'est pas ça aussi qui a évité l'effondrement? Parce que la machine a quand même continué à fonctionner. Oui, bon, je pense que les salariés de la collectivité méritaient mieux, quoi, et d'être pas traités de cette manière. Et heureusement pour tout le monde, hein, j'ai pas entendu des accusations contre les salariés en les traitant d'incompétents. J'ai pas entendu ça. La seule chose, ce personnel est en grande souffrance. Parce que voir une gouvernance telle qu'elle se déchirer publiquement, c'est pas bagaille qu'a fait un salon, hein, publiquement se déchirer à ce point de vue-là, on a un petit peu honte de l'institution. Parce que l'institution, c'est un corpus. C'est à la fois des élus et de l'administration. Si les administrations ne se sentent pas bien dans leur peau, ça va pas. Donc, on a un petit peu discrédité la Martinique tout entière à travers cette institution-là. On a tendance à les oublier, en fait. Hein. Ces 4500 personnes. Si vous aviez un message, si vous aviez un signal à leur envoyer, parce que, soyons un peu pragmatiques, 4500 personnes qui sont des vecteurs d'opinion, parce qu'ils sont à l'intérieur, donc ils savent des choses, et multiplié par 10 personnes, ça fait quand même 45 000 électeurs potentiels. C'est des, des gens qui pèsent, en fait. Oui, d'accord, mais mon attitude n'est pas électorale sur ce plan-là, mais bien sûr... Oui, il faut y penser, malgré tout. On a ça en tête. Mais je ferai exactement... Si vous n'aimez pas, vous n'avez pas de chance d'y arriver. Mais je ferai exactement ce que j'ai toujours fait à la mairie de Fort-de-France, à la CACEM et à la région. Un comportement extrêmement respectueux. Beaucoup de rigueur dans les relations, un dialogue social anticipé, c'est-à-dire moi pas qu'à attendre ni chalet, conflit pour réunir personnel là, et des consultations permanentes, notamment dans les commissions paritaires administratives ou techniques, et puis surtout un dialogue dans la construction du projet par un organigramme qu'il faut penser ensemble. Donc je les inviterai dans les 2 mois qui suivent l'élection, si nous sommes retenus, à s'organiser, à discuter, à dialoguer pendant au moins 2 mois pour sortir l'organigramme, parce que vous savez que pas un organigramme là. Hein. Alors ça, c'est pas une légende en fait. Ouais, c'est pas une légende. En fait, tout le monde tape dessus. Alors la question, je vais quand même il y a un organigramme avec le nom des directeurs et des chefs de service. Voilà, parce que je vais quand même me faire l'avocat du diable. L'absence d'organigramme, si c'était réel, s'il y avait vraiment pas d'organigramme, ce monstre-là n'aurait pas pu fonctionner. Mais écoutez, vous connaissez Claude Lise, non? Oui, et Claude Lise, c'est quand même quelqu'un qui a une sacrée expérience en Martinique. Il a été sénateur, parlementaire, député, président. Il a dirigé la région pendant au moins 3 mandats, donc il sait de quoi il parle. Quand Lise dit sur France Antilles, il n'y a pas d'organigramme, c'est pas Mletchimi qui parle, c'est lui qui parle. Et il est président de l'Assemblée, sans le manier de plus. Donc, et en gros, il y a un pseudo-organigramme parce qu'il faut mettre le nom des quelques directeurs, chefs de service. Mais ça, c'est pas ça un organigramme. Un organigramme, en plus, comme on a une collectivité départementale qui existait et une collectivité régionale qui existait, il faut que l'organigramme soit pensé
à partir d'une vision et d'un projet pour structurer l'ordonnancement des gens en fonction de leurs compétences. Donc c'est véritablement à fondre tout le monde dans une seule collectivité. Jusqu'à aujourd'hui, vous avez la région qui fonctionne d'un côté, le département qui fonctionne symboliquement, y compris dans la question des régimes indemnitaires, des œuvres sociales, de l'organisation technique et administrative. On a une situation, non, c'est très sérieux ce qu'on dit. En fait, vous dites 4500, on ne sait pas vraiment combien, hein, on parle de 4500 environ. Vous êtes en train de environ dire... a du sens. Oui, c'est clair. Vous êtes en train de nous dire, en fait, que la fusion des deux anciennes collectivités, en fait, a été, et dans les faits, une espèce de juxtaposition. Elle n'est pas terminée. Il va falloir finir le job. Oui, absolument. Le job de préparation technique, j'insiste beaucoup, nous l'avons réalisé, nous l'avons fait. Josette Manet et moi, le préfet de l'époque, et nous avons travaillé sur la préparation technique. Je prends un exemple, l'harmonisation des informatiques, notamment pour les salaires. C'est ça qu'on nous avait donné comme mission, qu'on a réalisé. L'organisation même des régimes indemnitaires pour essayer de rassembler les deux niveaux, parce qu'il y avait deux régimes indemnitaires différents. Et toute la question de l'ordonnancement et le principe d'organisation du comité d'aide sociale du département de la région. Ça a été préparé. Maintenant, en 2015, aller faire l'organigramme pour l'équipe qui arrive en sachant qu'on peut gagner ou perdre, ce serait ridicule. Parce que vous caler un organigramme en fonction du projet que j'ai. Je suppose que le projet de Monsieur Laventure, Monsieur Marie-Jeanne ou moi-même, c'est trois projets totalement différents. Et vous organisez, pas de manière théorique, vous organisez en fonction de ce que vous voulez atteindre comme but. Et c'est ça qu'il faut absolument remettre sur pied et faire pour que... Mais c'est un petit peu volontaire. Hein. La tactique de ne pas avoir un organigramme complet pour s'appuyer sur le personnel, c'est volontaire. C'est exactement la même tactique par rapport à Claude Lise, qui demandait 15 personnes pour pouvoir travailler dans l'Assemblée. Il obéit 3 ou 4, mais c'est une manière d'assécher, quoi. Donc on dépend d'une seule autorité. Voilà. Vous pensez que c'est une stratégie? De mon point de vue, oui, vis-à-vis de Claude Lise, c'est sûr. Assécher Claude pour que le Parlement soit affaibli, l'Assemblée de Martinique soit affaiblie, qui joue un rôle de débat, de discussion législative ou encore de discussion sur des projets. Et parce que si l'IS a trop de pouvoir, il pouvait contredire des décisions prises par l'exécutif. Donc le fait de l'affaiblir, c'était une volonté. D'ailleurs, on lui a même donné le titre de passeur de parole. Il semblerait. On avait retenu ça. Qu'est-ce que vous pensez de l'opinion selon laquelle vous allez, vous également, vous trouver en position, parce que je présume que vous ne voulez pas occuper le poste de président de l'Assemblée, que si vous y allez, c'est pour être président de l'exécutif. Il y a des gens qui disent, de toute façon, Letchimy ou bien Marie-Jeanne, le positionnement du président de l'exécutif fait de lui quelqu'un d'extrêmement puissant, de manière très objective, le nombre de manettes qu'il a entre les mains, vous allez faire la même chose. Non, je pense qu'il faut utiliser les pouvoirs et les moyens que nous avons à bon escient. Alors, quelles sont vos promesses, là, ce soir? Donc, on passe à la phase projet, proposition. Non, pas encore. Là, on est dans le management. J'ai hâte d'arriver à des On a le temps, on a encore 1 heure, vous allez voir. Super. On a 1 heure, donc... moi, ce qui m'intéresse, c'est de savoir, avec beaucoup de gens, le management que vous venez de dénoncer là. Qu'est-ce que vous pouvez nous promettre pour éviter qu'on retombe dans ce genre de travail? Surtout pas un fonctionnement isolé et un fonctionnement vraiment de décision personnelle. Donc nous allons fonctionner de la manière suivante. La première chose, la commission permanente doit être extrêmement... Le conseil exécutif doit être extrêmement structuré dans une majorité assemblée conseil exécutif. C'est très important. Si vous n'avez pas la même majorité qui fonctionne, vous aurez des dissensions. Donc on aura des réunions fréquentes entre le bureau de l'Assemblée et le bureau du conseil exécutif, les principales personnes ou la totalité. De telle sorte que tout ce qui sera préparé à la décision soit déjà copartagé entre l'exécutif
et l'Assemblée. Donc les gens de l'Assemblée ne vont pas découvrir l'ordre du jour au dernier moment. Mais non, pas découvrir l'ordre du jour au dernier moment, et surtout pas découvrir les dossiers au dernier moment. Ouais. Et les gens de l'exécutif n'auront pas à faire, comme M. Laventure fait, à aller dans les commissions pour pouvoir présenter des opérations, des projets. Donc ça c'est pas bon du tout, parce qu'il y a une séparation de pouvoir entre l'exécutif et l'Assemblée. Il faut laisser à la commission de l'Assemblée de pouvoir travailler de manière très autonome, parce que la commission de l'Assemblée peut demander une modification de telle chose. Et c'est le vote dans l'Assemblée qui va donner la possibilité de trancher. La deuxième chose, c'est que nous allons ouvrir au Conseil exécutif la possibilité qu'un membre de l'opposition puisse siéger. Je dis Alors bien, ça c'est la grande nouveauté. Bien sûr, Oui, mais c'est très important. Oui, mais est-ce que c'est pas un danger, un vrai danger? Certains, et des camarades proches me disent, ouais, c'est un danger de mettre quelqu'un. Je parle d'avoir quelqu'un. Ouais. Bien sûr, et c'est le choix du président qui est tête de liste, ou de la présidente qui est tête de liste, de dire, voilà, je propose telle personne, ou on lui propose telle personne, il accepte ou il refuse. Vous imaginez bien qu'on va choisir quelqu'un qui a la capacité de dialogue. Mais oui, c'est important. Quelqu'un qui ne détonne pas. Non, c'est pas quelqu'un qui ne détonne pas. Non. Mais votre philosophie, quand même. Je prends l'exemple. À l'Assemblée nationale, le président de la commission finances, c'est Didier Migaud. Oui. Mais Didier Migaud, c'est quelqu'un qui est extrêmement tranchant, mais en même temps, c'est un démocrate. C'est quelqu'un qui... Alors, j'ai envie de vous embêter un peu. Ne nous dites pas que vous allez, par exemple, proposer à Daniel Marissette de venir dans votre conseil exécutif. Non, vous posez une drôle de question là. Non. Vous savez bien que Daniel Marissette a fait beaucoup de mal dans ses positions et dans sa manière de faire au pays. Je pense que c'est... Bon. Mais mon petit doigt me dit quand même que vous avez, pour lui, un certain respect. Ah oui, mais je l'ai parce qu'on a été à la mairie ensemble. Vous étiez collègues? Bien sûr. En dehors de la politique, on s'estime bien. Mais politiquement, politiquement incorrect, c'est plutôt ça. Bon, je considère que là... Mais ce sera un dialogue, une discussion, et puis on tranchera. Ce sera pas on va pas nous choisir, on va pas se laisser imposer quelqu'un. Mais c'est une ouverture très importante. Parce qu'il ne faut pas donner le sentiment que le conseil exécutif est dans l'opacité de la décision. Et ça va permettre d'atténuer les choses. Et deuxièmement, ça va aussi permettre de dialoguer avec l'Assemblée en permanence et de faire de vrais débats constructifs. Nous irons un plus loin aussi parce qu'on considère que l'Assemblée ne peut pas détenir, la majorité ne peut pas tout détenir, qu'une vice-présidence ou des présidences de commission ou d'institutions pourraient être accordées à l'opposition. Et la dernière chose, c'est que nous devons aussi intéresser le monde économique, le monde syndical et les citoyens. C'est pour ça que nous voulons faire ce qu'on appelle des conseils citoyens, pas à travers les EPCI, pour que les membres des conseils citoyens puissent débattre des projets de leur territoire, y compris leur donner un budget pour leur propre initiative. Et nous souhaitons aussi avoir un outil, on verra comment on crée ça, quel outil, pour que les acteurs économiques, les entreprises, les associations, les représentants des syndicats puissent se réunir un minimum d'une fois par mois avec le président de l'exécutif ou la présidente ou le président ou la présidente de l'Assemblée. Vous n'affaiblissez pas le Conseil économique et social? Non, mais bien sûr, le Conseil économique et social fait un travail de réflexion. Le président ou la présidente du Conseil économique et social, ce sera associé aussi. Donc c'est un travail permanent de réflexion sur les sujets. Moi, il y a un sujet qui m'intéresse beaucoup, et notamment la question de l'octroi de mer, de la fiscalité économique, des risques majeurs. Ça, c'est un sujet fondamental. De la fuite démographique, on va demander au Conseil économique et social, qui a un nom un peu plus compliqué aujourd'hui. Le CESEM. Mais c'est très compliqué, CESEM. Et de réfléchir sur cette question. Mais on a besoin de piloter. Parce qu'aujourd'hui, le grand problème que nous avons aujourd'hui, c'est que la Martinique navigue à vue. Il n'y a pas de pilote dans l'avion, selon vous? Il y a... là, je n'ai pas vu de pilote. Si vous êtes un pilote, dis-moi. Bon. Et je n'ai pas vu non plus de cohérence dans les décisions du pilote. J'ai vu surtout des cancans. Quand le pilote décide ça, eh bien, il est au pôle Nord, et puis l'Assemblée décide ça, il est au pôle Sud. Donc, il va falloir intéresser le corps économique. Et un rendez-vous mensuel, pas seulement économique, mais aussi c'est des représentants du syndicat, qui est des rencontres permanentes pour anticiper, parce que on a une culture ici, c'est les cancans pétés que tout le monde se réunit. Il faut sortir de cette histoire-là, il faut anticiper
et cette capacité d'anticiper. Dernière chose, il nous faut des outils de gouvernance. Je me rappelle, j'avais intégré M. Parra à la région, et je rappelle Daniel Marissène qui tire à boulet rouge ou Parra. Comme il a tiré à boulet rouge ou Karine Ourakami. À boulet rouge, hein, mais vraiment boulet rouge. Et puis, brusquement, on reconnaît les qualités de Karine. C'est très bien pour Karine Ourakami qui va partir nous représenter aux États-Unis, au Canada. Mais il y a quelque chose de très important, et Dimarajou, je pense qu'il faut vraiment arrêter ça. Le pilotage et le développement, la gestion d'une telle institution demande qu'on ait des indicateurs en permanence pour pouvoir suivre et réorienter à tout niveau. Consommation, vie chère, pouvoir d'achat, etc. En fait, vous voulez, pour les gens qui nous écoutent, vous voulez avoir des chiffres en permanence sur l'action que vous menez. Alors, on va commencer par travailler avec l'INSEE et l'IDOM, de telle sorte qu'on puisse redéfinir ensemble le rythme de sortie des documents. Je pense qu'il y a une convention à passer avec l'INSEE et l'IDOM, de telle sorte qu'on ait mensuellement des indicateurs pour nous dire qu'à tel niveau, on est à tel niveau, on ne peut pas se permettre de continuer dans ce sens-là. Donc ça, c'est très important. C'est vraiment l'évaluation des politiques publiques en permanence, c'est essentiel. Très bien. Alors, on y va. On va aux propositions. J'ai bien l'impression que vous êtes devenu, alors j'ai lu ça avec attention, finalement vous êtes devenu libéral en fait. Vous pensez, mais je suis surtout démocrate, je suis surtout alors progressiste. Vous étiez autonomiste, pur et dur, hein, quand vous étiez jeune, enfin plus jeune, on va dire ça comme ça. Vous êtes passé à la social-démocratie, un peu forcé, je dirais. Et puis là, vous êtes carrément libéral. Non, vous vous trompez, je ne pense pas. Je considère qu'il faut avoir une dimension de développement qui puisse tenir compte très fortement des initiatives privées, d'une dynamique économique avec la formation à la fois de richesse et la production de richesse. Tout ça, ça peut se concevoir dans une social-démocratie. C'est pas parce qu'on est dans un humanisme du progrès qu'on peut considérer que le progrès ne se construit pas par l'investissement. Mais vous étiez un ennemi farouche du capitalisme. Alors là, vous parlez d'autre chose. Attendez. J'ai retrouvé un certain nombre de notes. Mais là, vous dites, vous êtes devenu très pragmatique, vous dites, bon, le capitalisme, c'est pas ma tasse de thé, mais je suis prêt à faire un chemin, d'ailleurs, vous n'êtes pas le premier à le dire, un chemin avec les chefs d'entreprise, avec le monde de l'économie de manière globale, pour sortir ce pays de son marasme économique. Je ne vois pas comment on peut diriger un pays, développer un pays en ignorant, en méprisant les entreprises et les acteurs économiques. Bon. La seule chose qui pourrait me bloquer, c'est l'ultralibéralisme et le capitalisme financier qui dévore tout et qui lamine à la fois nos conditions d'équilibre naturel et qui lamine et qui construit en permanence des inégalités. Aujourd'hui, c'est le spectre que nous avons devant nous. Hein, c'est très important. Et quand je parle aux acteurs économiques, je leur dis très clairement cela. C'est-à-dire que nous devons avoir une richesse créée par notre production et notre commercialisation, nos ventes, etc., mais qui ait des conséquences sur le partage social, c'est-à-dire sur la responsabilité de créer de l'activité et de répartir les richesses. C'est pas tout à fait le cas en Martinique. Là, je pense qu'il faut, je le dis très franchement, très directement, si je suis pas contre l'exportation de la banane, parce que c'est une filière qui est importante pour nous, et je ne suis pas contre non plus l'exportation du rhum. Cependant, je ne suis pas favorable au mécanisme de ce qu'on appelle la monoculture inhérente à ces deux exportations-là. Et ben, voilà, si Alors, allons-y en termes de propositions. Prenons cet axe majeur de l'économie. Est-ce que vous avez, alors quels sont, alors j'ai pas envie de les énumérer, je préfère que vous choisissiez celles que vous voulez mettre en exergue. Quelles sont les propositions phares en matière de développement économique? Alors la première chose, c'est qu'il faut relancer la machine. Alors, on aura donc un plan de relance. Je pense que beaucoup de candidats pensent à la même chose, mais c'est très important compte tenu de l'inertie actuelle. Je vous rappelle simplement que, je vous l'avais déjà dit, que la Martinique est passée en dessous de la Guadeloupe en production globale de richesse. Tout le monde n'est pas d'accord avec ça. Ah, mais tout le monde n'est pas d'accord. J'ai les chiffres que vous avez aussi en vos possessions, qui sont les chiffres de l'INSEE. Donc on peut avoir l'interprétation qu'on veut. La seule chose, on est à 9 milliards 080 millions, la Guadeloupe est passée à 9 milliards 5. Alors on peut me dire qu'on a progressé, un peu comme l'aventure me dit, qu'il y a une drôle de conception de l'économie.
et qu'on a réduit le chômage. Mais si on est moins de monde, c'est logique que les jeunes qui, en âge de travailler, partent, que vous ayez moins de chômeurs. Bon. Et donc, nous devons absolument faire la relance. La relance peut se faire par tout ce qui est prêt, disponible. Je pense à l'eau, avec l'organisation du chantier de Seguino, mais derrière ça, il faut quand même investir pour boucher les trous des eaux qui disparaissent dans la nature. Il faut qu'il y ait un prix unique de l'eau, il faut qu'il y ait une autorité unique de l'eau, il faut surtout un prix social de l'eau. Parce que alors, c'est quoi le prix social de l'eau? Ce que vous en appelez le prix social de l'eau, c'est parce que l'eau, actuellement, est l'eau le plus cher de France. Et puis, un paradoxe à l'intérieur. L'eau publiquement produite est beaucoup plus chère que les autres. On est à 0,56 centimes d'euros pour l'eau qui est produite par la collectivité territoriale. Par la CTM. Par la CTM, au Lorrain. Et aujourd'hui, on a 0,20 centimes d'euros pour l'eau qui est produite au D'ici et puis SME. Alors, donc, les gens de la CTM peuvent vous dire que eux, contrairement aux autres producteurs d'eau, ils ont un problème majeur qui est celui de la chlordécone. Oui, et des autres pesticides, donc ça coûte plus cher de traiter. Oui, mais ça peut coûter plus cher de traiter. Là, je crois que le chlordécone, c'est 15 centimes, rien que pour enlever la chlordécone. Il faut rendre hommage à Claude Lise qui a fait ce boulot-là. Cependant, il faut simplement constater que l'usine de Vivier aujourd'hui est environ à 40-50% de ses propres capacités. Vous imaginez, si on investit un petit peu dans Vivier et qu'on monte à 80% des capacités, nous qu'à alimenter 100 000 monde de plus. Ouais. Et si on réparait Tio Seguino, qu'à alimenter encore plus de monde. Donc il y a une équation à trouver sur le fait d'avoir une harmonisation des prix, donc une harmonisation des prix de production, et qu'il faut aller vers le bas, il faut optimiser, parce que si vous capez de 40%, donc vous pouvez, sous le volume, rattraper ce que vous allez perdre en recettes parce que vous avez diminué le prix, parce que vous vendez beaucoup plus d'eau et de manière beaucoup plus abondante. C'est vous qui avez évoqué Seguino. Donc, pour les gens qui nous écoutent, vous arrivez au pouvoir si les électeurs vous font confiance. Sur la question Seguino, qu'est-ce que vous faites dans les 30 jours qui viennent? Il faut exécuter les travaux. Et il faut absolument... Mais avant d'exécuter les travaux, vous payez le propriétaire. Mais c'est pas la question. La question, ce monsieur a droit à quoi? Suivant la loi, suivant le règlement. Il a droit à quoi? Donc pour sa parcelle. Eh bien, il a droit à temps, il faut lui donner son argent pour la partie estimée par les domaines, parce que c'est pas une transaction. Et puis derrière ça, il y a un conflit. Il y a un conflit sur des dégâts. Des indemnités. Des indemnités sur des dégâts. Mais ça, c'est une autre discussion très différente. Et j'inviterai de dissocier les deux choses. Et ça se fera dans un dialogue et une discussion. Et puis après, s'il faut que le tribunal a tranché. Mais il ne faut pas prendre en otage une population, ni le propriétaire du terrain, ni le responsable de la collectivité territoriale, et y compris le préfet. Parce qu'il a en main, et je lui ai dit ça très clairement par une lettre de janvier de 2020, où je lui dis clairement, vous avez des possibilités de réquisition en cas de pandémie, en cas de graves problèmes. Et moun qui panne l'eau, 100 000 moun qui panne l'eau, c'est pas un petit problème, c'est un gros problème. C'est pas un jour, mais c'est un jour. Mais donc, vous engagez à régler le problème dans les plus brefs délais. Ce sera réglé. Il faut le régler, on n'a pas le choix. Mais vous êtes conscient quand même que la très grande majorité, et on peut difficilement imaginer que ça soit le contraire, la très grande majorité des conduites sont sur les terrains privés. Donc ce problème-là, il risque de se reposer ailleurs. Est-ce qu'il n'y a pas une espèce de doctrine à adopter définitivement, parce que des casses, il y en a tout le temps, et ce problème de Seguino se repose, d'ailleurs il s'est posé à Font-Saint-Jacques, il se pose au Galion, etc. Oui. Mais l'enjeu de l'autorité unique du transport, c'est pas simplement de donner des prix uniques et puis un prix social de l'eau. Ouais. C'est vrai que c'est pour moi très important de soulager les factures d'eau. Les factures d'eau sont trop élevées. C'est pour quelle raison je vais diminuer les coûts de manière globale. Et dans cette diminution de coûts, diminuer encore plus pour les familles très défavorisées, c'est parce que je trouve ahurissant ce que je vois. Je reçois du monde, c'est 400 euros, 300 euros, 600 euros. Donc il faut qu'il y ait ce chèque eau, on peut l'appeler comme ça, ou autrement, peu importe, pour diminuer. Mais nous savons aussi que cette autorité unique devra régler le problème des servitudes à instaurer quand il le faut, quand ça passe sur des terrains privés. Mais cette autorité unique devra aussi trouver des financements pour pouvoir investir les montants nécessaires pour pouvoir réparer et travailler sur les réservoirs d'eau, sur les possibilités de transfert, sous l'usage de l'eau de mer, notamment pour les industriels pour refroidir leurs turbines, sous le forage, ça me semble, pour les agriculteurs pour venir en compensation. Ouais. C'est un sacré chantier. Si on voulait un chantier emblématique pour la Martinique, on pourrait prendre. Donc la relance là, vous la
j'allais dire, vous l'initiez sur l'eau. Est-ce qu'il y a d'autres secteurs? Non, mais bien sûr, je pense que vous n'avez pas très bien lu mon programme. Non, moi je préfère... attendez, je vous taquine. Je ne vais pas lire votre programme à l'antenne. Non, je vous taquine. Ouais. Non, mais c'est à la fois l'eau, à la fois préparer les 4 grands chantiers de la santé, la reconstruction des hôpitaux de Trinité, de Sainte-Marie, de PZQ et de Maventira. C'est à la fois la politique du logement, la réhabilitation. Attendez, Serge Letchimy, parce que là, vous êtes sur 2 secteurs majeurs en termes d'investissement. Il y en a pour... Allez, soyons concrets, il y en a minimum pour 500 millions d'euros sur l'eau, et puis on est au milliard d'euros au total sur tous les chantiers de la santé. Mais ce n'est pas la compétence de la CTM. Alors là, on arrive sur quelque chose qui m'intéresse beaucoup. Parce qu'il y a un langage abusif, à mon avis, un petit peu lâche, si je peux me permettre de dire ça, de dire « c'est affaires l'État, c'est pas affaires nous ». C'est incroyable cette phrase-là. Si on avait dit ça auparavant pour certains ouvrages que je connais, eh bien, on n'aurait jamais eu le canal de Vassor refait. On n'aurait jamais eu le plateau technique de la MENA. On n'a jamais eu le TCSP. Le plateau technique de la MENA, il y avait 175 millions qui étaient en train de dormir en 2010 quand je suis arrivé. Parce que le département avait une position, c'est pas affaires moi, c'est affaires d'État. La région, encore, ah non, c'est affaires d'État. Mais franchement, non, c'est affaires nous. C'est la santé des Martiniquais, c'est aussi nous. Donc et les Guadeloupéens ne raisonnent pas comme ça. Vous allez prendre l'initiative financière. Non, attendez, c'est très différent, c'est plus subtil que ça. L'État a mis une enveloppe de 453 millions d'euros. Il ne faut pas qu'enveloppe TAC à domi. Il va falloir qu'on crée une dynamique comme j'ai fait pour le plateau technique de la MENA. Il faut choisir les outils, il faut accompagner dans la programmation, il faut apporter le financement, ce qui peut manquer notamment pour les accès, les sorties, etc. Sur le développement durable, pour intégrer le plus possible la production interne et les entreprises sur le plan local. Il faut prendre la main et copiloter ça avec l'ARS. Donc en fait, vous vous asseyez à la table et vous asseyez à la table. Non, moi je ne m'en pas assis pour être témoin spectateur. Non, je suis acteur aussi. Bien sûr. Et avec des personnes, bien sûr, il ne s'agit pas de reprendre les pouvoirs de l'État, mais c'est ce qu'on a fait pour le plateau technique de la MENA. Donc on sera des acteurs décisionnels aux côtés du personnel, des syndicats, pour que les constructions avancent. Comment se fait-il que depuis 20 ans, on a parlé de l'hôpital Trinité, il n'a pas jamais avancé en Utah? Les dernières réunions, là où j'étais à Trinité, on parlait encore du terrain vaguement. Est-ce qu'il y a un plan topo? On ne sait pas tout à fait. Est-ce qu'il y a une programmation qui est poussée? L'étude de programmation pour côté vraiment poussée, il y a à peu près 8 mois. Alors ça fait 10 ans on parle de ça. Vous imaginez s'il y a un président qui n'est pas vigilant pour dire, mais est-ce sondage-là? Est-ce plan topo? Où est la programmation? Quand on va faire un architecte, un bâtiment à faire, ou pas un programme de base. Donc on a un vrai problème. Ça, il faut avoir la prendre la main. Et la troisième chose, c'est qu'il y a les réhabilitations d'une manière générale, lycée, collège. Il y a aussi les réhabilitations des propriétaires bailleurs, propriétaires occupants, les réhabilitations des patrimoines HLM et du patrimoine tout court. Il y a un vrai chantier. Donc là, vous relancez, le BTP en fait. Hein? Pas seulement le BTP, ça c'est l'acte 1. Et le deuxième point, c'est la culture. La culture, le sport, les loisirs, ça me semble essentiel de relancer. On mettrait un budget, c'est à nous, pour que ce budget puisse permettre de relancer les fêtes patronales, les manifestations culturelles. Il nous faut qu'on ait une programmation très précise. C'est vrai qu'on a l'ambition d'avoir un conservatoire à un moment donné, on l'aura. Mais je crois même qu'il y a une première pierre qui avait été posée. Ah, il y a longtemps. Je crois même que c'est Claude qui l'avait posée. Claude Lise, ouais, il faut être honnête avec ça. Mais on va amplifier ça. Et on va, bien sûr, travailler à partir de ce qui existe à Chelcher, à Fort-de-France, à Sainte-Marie. Et quand le budget c'est à nous, c'est pour que les traditions reviennent, que les artistes recommencent à vivre. Et puis, bien sûr, le dernier point sur le plan de relance, c'est lutter contre les inégalités. Il y a trop de personnes qui souffrent. Donc l'aide sociale sera repositionnée dans les CCAS, dans les communes. Et nous allons lancer très rapidement un plan de lutte contre les inégalités, notamment l'extrême pauvreté. Il y a trop de personnes âgées et de jeunes qui sont dans une précarité qui va les faire sombrer par la suite. Et à ce titre-là, je veux vraiment aider les familles à supporter les difficultés parce qu'on les lamine, pouvoir d'achat, on les lamine, 40% de l'alimentaire élevé. Allons prendre quelques exemples de ce que vous pourriez faire. Il faut absolument qu'on revoie le panier de la ménagère. J'ai discuté avec des acteurs économiques dans les GMS.
on a un vrai débat à instaurer avec les acteurs économiques dans ce domaine pour voir comment, ensemble, on arrive encore à réduire encore plus en impliquant certainement les transports et ceux qui transportent les marchandises, mais aussi sur les marges certainement, mais aussi sur la possibilité de soutenir les familles les plus faibles. Mais orienter plus vers aussi la production locale, pour ne pas dire qu'on va simplement aider à amplifier les importations. Qu'est devenue cette fameuse zone, parce que je vous ai entendu énoncer le projet à plusieurs reprises, une zone commerciale et industrielle à l'image de ce qu'est Jarry en Guadeloupe. Ça vient tout à l'heure. On était sur la lutte contre les inégalités. Non, là on parle de développement économique. On va passer sur le deuxième point. Vous avez basculé, mais on termine simplement sur la question de la misère et de la souffrance des gens. Trop de personnes sont en situation de souffrance. Il faut véritablement déployer. Si je critique le capitalisme ultralibéral de cette manière, c'est parce que je dis que ça distribue trop d'inégalités et on ne peut pas avoir 30%, 38% des gens qui vivent en dessous du seuil du minimum commun, 76 000 personnes qui n'ont pas des moyens de vivre correctement. Seulement à Fort-de-France, vous avez 20 000 personnes qui vivent dans des conditions atroces. Et vous avez beaucoup de familles monoparentales avec beaucoup de femmes, de jeunes femmes ou de femmes tout court, qui souffrent, qui n'ont pas la possibilité, qui finissent avec 20 € par mois. Est-ce que la CTM n'est pas responsable en partie de cette inflation qui touche directement les familles les plus précaires? Parce que j'allais dire vous, pour l'instant c'est pas vous, si vous gagnez ce sera vous, mais imaginons, faisons un peu de politique fiction, vous êtes au pouvoir, vous êtes directement responsable d'une partie de la fiscalité qui impacte les gens, c'est-à-dire, et c'est même pas une fiscalité progressive, c'est quel que soit votre revenu, la bouteille de gaz c'est tant, je vais y arriver. L'essence c'est tant, les cigarettes c'est tant, etc., etc. Vous êtes directement, à travers la CTM, responsable des... alors, il y a une fameuse taxe qui existe encore sur les billets d'avion, rappelez-vous ça. Celle-là, on l'a oublié. Hein. Je veux dire, le conseil régional est mal à l'époque. On a institué, le préfet a poussé pour qu'il y ait une taxe spéciale sur les billets d'avion pour renflouer. Terminé. Elle est toujours là, elle s'applique, elle rapporte des millions d'euros à la CTM. Est-ce que ça, vous allez avoir le courage d'y toucher ? Monsieur Barjot, je pense que vous voulez me faire porter des responsabilités. Non, pas du tout. Passées. Pas du tout. Le vous ne collait pas à votre personnalité. En gros, vous aurez dit moi, mon responsable de ça qui fait d'avance. Pas du tout. C'est pas moi qui. C'est pas sur l'essence. C'est pas moi qui ai augmenté la taxe sur le carburant. Hein. Non, mais je vous taquine un petit peu. Vous avez compris. J'ai bien compris. Non, effectivement, on a une responsabilité aussi importante, à la fois par le biais de l'octroi de mer, les mécanismes d'octroi de mer, aussi les taxes et l'essence. En 2016, il y a eu une augmentation de l'essence par la collectivité territoriale de Martinique, incompréhensible, 9 centimes de plus. Le calcul qu'on a fait, c'est 9 centimes de plus, qui fait qu'aujourd'hui, on a un prix de l'essence qui a énormément augmenté. Quant au prix du gaz, c'est 25,86 € pour la bouteille de gaz, quand il y a 21 € en Guadeloupe. Donc là aussi, ce sont les mécanismes, certainement, du prix du Brent qui a évolué, qui descend, qui monte. Mais qui est la minorité du prix. Mais c'est ce que je dis. Et donc si on a eu une augmentation de l'essence avant, et puis 50 € monté café en plein, actuellement, on est 74 €. Alors on pourrait dire, mais président du conseil exécutif là, augmenter taxe là, parce que nous, dans catastrophe, pas de l'argent, etc. Mais c'est pas le cas, puisqu'on termine avec 76 millions, 200 millions d'euros d'excédent. On affiche des emprunts de 200 millions, on les mobilise pas du tout à la fin de l'année. C'est une espèce d'hypocrisie budgétaire qui fait que, oui ou pas oui. Donc, c'est incroyable. Donc, on a saigné, quand vous ajoutez la population, quand vous ajoutez ce poids-là de l'essence, que tout le monde pour prendre l'essence pour bouger, ou ajouter à ça prix électricité, malgré le chèque énergie, le prix de l'eau est dans des conditions atroces où les gens ont des factures impayées, et le prix de l'alimentation de base 40% plus cher par rapport à l'Hexagone, vous avez un petit cocktail plus la taxe d'habitation qui est en train de disparaître, mais qui est pour certains encore là, plus le foncier. Plus la taxe des droits de mutation. Les droits de mutation ont évolué sur décision de la collectivité territoriale de Martinique. Donc, il y a des gens qui... Alors, moi, on me dit, oui, il faut pas trop dire qu'il y a un excédent, les gens aiment bien l'excédent. Honnêtement, si c'est pour ne pas dire ce qui ne va pas, et d'un côté, on a une souffrance, et de l'autre côté,
il y a des choses excessivement incompréhensibles pour personne, il faut absolument le dire, et c'est pour cela qu'il faut investir. Surtout qu'il faut rappeler que l'excédent, c'est quand même l'argent des Martiniquais. Dans l'organisation de la conception de la CTM aujourd'hui, c'est pas l'argent des Martiniquais, c'est l'argent d'une personne. Mais j'ai bien compris. Et parce que c'est une auto-appropriation de la somme qui devient une propriété individuelle. Un petit peu, l'argent c'est à moi et je fais ce que je veux. Alors c'est effectivement, vous avez raison, c'est l'argent des Martiniquais qu'il faut réinvestir, redistribuer. Une collectivité n'est pas faite pour faire des bénéfices. Ouais. En collectivité, c'est pas la prime de meilleur gestionnaire de France. Et c'est pas ça, c'est de prendre des risques, de contribuer au développement, d'accompagner les entreprises. Et quand je prends le numérique, on n'a pas avancé énormément. On a pensé qu'on a avancé. Quand on prend les terres agricoles, si on veut de l'autonomie alimentaire, il va falloir donner des terres et permettre l'accession des jeunes aux terres agricoles pour les développer. Si vous êtes élu, vous êtes le premier propriétaire foncier de l'île. Alors on tape sur les béquets en permanence, mais vous, si vous êtes président, vous êtes le premier propriétaire foncier de l'île. Vous parlez de la banque de terre. Je pense que la banque de terre qui a été mise en place, c'est pas l'équipe actuelle, c'est depuis très longtemps. Je parle pas seulement de la banque de terre, je parle du patrimoine foncier que vous avez. Oui, à la fois... Il semblerait que ça soit 12 000 hectares. Considérable. C'est global, y compris les terres qui sont naturelles, les forêts, etc. Bon, moi, je pense que c'est pas mal. S'il y a un grave problème à Martinique, c'est faciliter l'accès au foncier, à l'immobilier des jeunes qui veulent prendre des initiatives, tant dans l'agriculture que dans le zonage industriel, que dans le commerce. Alors, on peut trouver cela à travers une reconquête des baux, une réappropriation du foncier. C'est pour ça que j'avais créé l'établissement public foncier local pour faire du portage foncier. Allons parler de cette fameuse zone, parce qu'il y a des jeunes d'entreprise qui nous regardent, qui disent les zones sont morcelées, elles sont pas, on parle des zones d'activité sur l'ensemble de la Martinique, elles sont morcelées, elles ne sont pas reliées entre elles, par exemple, ce qui faciliterait le trafic, ne serait-ce que sur l'autoroute qui mène de Fort-de-France au Lamentin, c'est une catastrophe. Il manque probablement, c'est ce qu'ils disent, il manque probablement une zone d'ampleur qui facilite la concentration des services et donc l'efficacité, la synergie, qui soit comparable à Jarry. Alors ça, je pense que c'est une idée que vous aviez eue à l'époque et puis j'ai l'impression qu'elle a disparu. J'ai employé l'expression « il faut un Jarry 2 ouais. ». J'ai employé cette expression il y a 5-6 ans. Ouais. Et j'y ai beaucoup travaillé déjà. Eux, par contre, ils ne l'ont pas oublié. Hein. Les chefs d'entreprise n'ont pas oublié. Ça revient de manière régulière. Ils ne m'ont pas oublié. C'est pour ça que je pense que j'allais taquiner en disant faites-moi confiance, on va entamer le projet. Ouais. Non, je pense honnêtement que nous avons une compétition correcte, saine, avec les Guadeloupéens, mais on a quand même une compétition. Il ne faut pas croire qu'il n'y a pas de compétition. Et le flux de l'octroi de mer entre la Guadeloupe et la Martinique, on voit bien que l'outil fiscal de l'octroi de mer, sous le sens outil fiscal est aussi utilisé de deux côtés, d'une certaine manière. Ça crée une concurrence. Et cette concurrence fiscale conduit à une concurrence de production et de commercialisation. Je pense qu'il faut absolument restructurer déjà les zones qui existent. Parce que les zones Jambette, Mangle, etc., et ce sont des zones qui sont extrêmement importantes, mais il n'y a pas que ça, mais qui sont très mal structurées. Et on avait commencé à négocier, à discuter pour avoir une planification des investissements pour ne serait-ce que sécuriser sur le plan incendie cette zone et sur le plan circulation. Si on veut donner de l'ampleur à ces zones, il va falloir avoir un projet cofinancé par, bien sûr, les fonds européens, la collectivité et le secteur privé, parce que c'est du patrimoine privé aussi. Notre privé leur a donné une bonne quote-part. Donc il faut s'engager sous cette voie-là, le long de l'autoroute, à gauche et à droite. Parce qu'on a besoin de secteurs économiques amplifiés. Et deuxièmement, je pense qu'il faut aussi travailler sur une zone franche de très grande ampleur, accolée à un port franc. Alors, parce que nous avons actuellement une zone franche globale, avec plusieurs thématiques à l'intérieur qui bénéficient des schémas d'exonération, mais je pense qu'il faut aller beaucoup plus loin, parce que si nous voulons à la fois magnifier et développer nos différentes richesses, la biodiversité par exemple, la question de la transformation agricole, la transformation, et nous devons avoir des plateformes et des logistiques de développement. Et à ce titre-là, on a besoin de ça. Et il nous faut trouver une zone relativement importante, je pense à une zone d'une centaine d'hectares, et aujourd'hui il y a peut-être plusieurs possibilités, mais une des grandes possibilités c'est d'avoir une liaison des différentes zones d'activité qui remontent jusqu'à Ducos.
Et on avait beaucoup discuté avec l'ancien maire de Ducos, je le ferai bien sûr avec la maire de Ducos qui vient d'être élue, pour travailler sur ce qu'on appelle la zone de pays noyés. C'est la connexion port, zone d'activité de grande ampleur, avec la possibilité aussi de faire de la Martinique un espace européen, caribéen de transformation à partir de matières premières que nous pouvons avoir, mais que nous pouvons importer, parce qu'il faut profiter de notre position géostratégique, à la fois terre européenne et terre martiniquaise, terre caribéenne, à 2 heures de vol du Brésil, et par rapport à un marché de 500-600 millions d'euros qui se trouve, et d'habitants qui se trouve en Europe. Cette position géostratégique n'est pas utilisée. C'est pour ça qu'on pourrait avoir une zone de l'ampleur de Jarry qui pourrait commencer depuis la Jambette pour se terminer à Ducos. Alors, allons parler de projets emblématiques qui figurent dans votre programme. Je pense en particulier à cette fameuse dorsale. Alors là, les gens commencent à se dire, mais qu'est-ce que c'est que cette histoire de dorsale ? Est-ce que le Tchimi ne va pas nous embarquer encore dans un truc qui va durer aussi longtemps que le TCSP? Je vous rappelle que le TCSP, le Tchimi l'a fait en 4 ans, oui. Lorsqu'on l'a fait attendre 27 ans. Oui, bien évidemment. Je ne dis pas ça par présomption, je vous répondais taquinement. Non, mais moi, le plateau technique, de temps en temps, j'ai envie de vous taquiner. Bien sûr, vous avez raison. Mais le plateau technique de la Ménard, ça attendait depuis 12 ans, m'en fait en 4 ans. Donc, on ne peut pas me reprocher de faire de l'investissement pour le pays, d'aller vite, etc. Alors, il y a les fanatiques de l'environnement, des gens tout à fait respectables qui disent, attendez, vous n'allez pas nous faire une route qui va nous péter l'environnement du nord au sud. Alors, qu'est-ce que c'est que cette dorsale en 2 minutes? Et pourquoi il faut absolument penser à un désenclavement au centre? Simplement parce que si quelqu'un est heureux et content, et pas ni problème, sur les embouteillages qu'il y a sur l'autoroute, cherchez la personne. Donc, pièce martiniquais, pas d'accord avec ce qui se passe là. On pourra développer le transport. Pour moi, c'est d'abord l'objectif principal, à la fois maritime, parce qu'il faut absolument délester la route par le transport maritime rapide, notamment sur toute la côte Caraïbe. Ouais. Il y a d'autres zones, par contre, c'est plus compliqué de mettre le transport maritime. Et il faut qu'on ait une parfaite connexion entre transport maritime, transport terrestre, bus, en faisant la connexion des quartiers et non pas la connexion des grands axes. Ce qui est choisi aujourd'hui, c'est des grands bus quand montée et descendre. Souvent, il n'est pas tout à fait plein. Donc, il faut avoir la bonne connexion. Et le TCSP, il va falloir travailler à une extension prioritaire, mais on ne pourra pas, dans des délais brefs, réaliser toutes les extensions de TCSP, il faut être lucide. Et il va falloir travailler aussi sur des points chauds comme Champigny, comme le carrefour de Montgovulsin. Où ça coince trop. Blocage. Voilà. Ouais. Et c'est possible de décoincer. Et cependant... non, là, ça intéresse les gens. Comment vous décoincez le rond-point de Montgovulsin? Prenons un exemple. Écoutez, il y a 2 choses à faire. Je ne ferai pas d'ouvrage gigantesque, entendu dire qu'on peut creuser, on peut faire des trucs comme ça. Je pense d'abord qu'il faut faire Carrère-Boissy-Lorraine. Parce que ça, c'était un projet que vous aviez déjà. Qui était pratiquement au niveau du choix des entreprises. Bien sûr, tous ceux qui portaient mon nom, ça a été éliminé. Bon, Carrère-Boissy-Lorraine pour avoir une liaison directe du sud par rapport au nord Atlantique. Ouais. Au Pacaï Bizin, virer vers l'aéroport là, pour passer par Lamentin pour passer par là. Bon, c'est absurde, quoi. Alors que cette voie, le propriétaire du foncier avait déjà pratiquement cédé le terrain, il n'y avait pas de problème, et on choisissait les entreprises. Ça pourrait permettre d'aller beaucoup plus vite. Et si on fait ça, on peut trouver une solution, soit de toboggan, et parce que si vous déportez pas à plusieurs endroits, et vous dites que vous assurez la fluidité sur un rond-point, la fluidité que vous avancez, vous mettez plus loin. Et on aura le blocage sur l'autre rond-point du côté de la gendarmerie. Donc vous faites passer les voitures au-dessus. Ça peut être ça, mais attendez, techniquement, on l'étudie, parce que je ne suis pas du genre à dire que je vais faire ça. Champigny, avec la pente qui existe, il y a vraiment de fortes possibilités que ce soit quelque chose qui soit déconnecté par rapport au sol. C'est-à-dire avoir un passage à niveau. Je rappelle qu'il n'y avait pas de passage à niveau du côté de ma ville à moi, Galéria, au moment où je fais le TCSP. C'était quelque chose à plat. Nous avons fait un passage à niveau et ça fonctionne très bien. L'entrée de Châteauboeuf, vous voyez comment c'est fluide, il n'y a jamais d'embouteillage dans le carrefour de Châteauboeuf. Jamais. Vous avez quelquefois du côté de Galéria un petit ralentissement, mais sur Châteauboeuf, vous n'avez pas du tout. C'était à plat, cher ami. C'était à plat. Si on était quitté ça comme ça, on aurait un embouteillage monstrueux. J'ai dû modifier les plans. Donc c'est possible de le faire. Maintenant, revenons à ce qu'on appelle la dorsale. J'ai emprunté cette expression un petit peu à l'imaginaire, à ce que Césaire avait imaginé. Il avait pensé, parce que Michel Renard et toute l'équipe du département à l'époque nous ont donné la rocade.
Il faut rendre hommage à ces hommes-là. S'ils n'avaient pas pensé et réalisé, M. Émile Maurice, la rocade qui est très utile, qui conteste la rocade aujourd'hui? Mais Césaire avait pensé aussi à une grande rocade. Il disait que ça va être saturé, l'autoroute va être saturée, il va falloir qu'on pense à une grande rocade parce qu'en ce temps-là, on devait être 600 000 habitants aujourd'hui. En ce temps-là, vous économistes, en ce temps-là, nous pas voyez, parce que nous à 359 000 habitants aujourd'hui jour, et nous descendons de moins 30 000 monde. Donc il va falloir penser à quelque chose qui ne soit pas une autoroute. Donc cette dorsale qui était prévue au nord de Fort-de-France, il faut déporter cette dorsale-là par une étude intelligente, utilisant les voies qui existent de manière prioritaire et en la rendant accessible à de 2 voies à chaque fois ou une voie rapide pour qu'on puisse remonter vers le centre, le cœur du centre, et repartir vers une desserte sur le nord Caraïbe et une desserte vers le nord Atlantique. C'est un peu comme ça, mais c'est une voie douce. C'est pas une autoroute que je vais faire. Bien sûr, il y aura un gros débat avec tout le monde pour présenter le tracé, déclarer d'utilité publique, voir quels sont les fonciers. Exonéré. Oui, mais on fera ce travail. Nous avons 7 ans. On fera ce travail. Mais si on donne ça à la Martinique, ça serait bien. Et l'expropriation en plus. Oui, c'est possible. Ouais. Mais on ne peut pas lancer un tel chantier sans penser au transport et sans penser à des voies douces, notamment pour les cyclistes, et parce qu'on a beaucoup d'accidents sur les routes. Ouais. Donc on doit absolument trouver des solutions qui sont en adéquation avec la capacité de transporter en même temps. Parce que pour faire route, plus qu'il y a une loto, plus qu'il fait route. Donc il ne faut pas impacter l'environnement que par une route. Allons parler de 2 sujets qui ne font pas la une, et de manière très paradoxale d'ailleurs, sur au moins l'un des sujets. Commençons par la faculté, par l'université. C'est un peu le marasme, c'est un peu, j'allais dire, ils nous écoutent probablement, ces jeunes et leurs professeurs, et puis l'administration. Est-ce qu'il y a des idées là-dessus? Est-ce que vous avez un projet? Est-ce que vous avez des promesses à leur faire? Je pense qu'il faut rétablir la confiance. Il faut un dialogue permanent avec l'université Antilles, à la fois avec la Guadeloupe et la Martinique. Il y a des institutions qui sont en place, il faut les respecter. Il y a un texte de loi qui a été voté à l'Assemblée nationale. J'ai beaucoup travaillé sur ce texte, comme bien sûr tous les parlementaires. Et nous avons opté pour maintenir l'UA, c'est-à-dire avoir la Guadeloupe et la Martinique ensemble, puisque la Guyane avait décidé de partir. Oui. Ce qui est, de mon point de vue, regrettable. Mais ça peut toujours se rattraper. Oui. Ouais. On peut travailler à une renégociation, une coopération avec la Guadeloupe, parce qu'il y a des spécialités qu'on peut partager ensemble. Ça, c'est la première chose. Je suis fondamentalement pour l'autonomie de chaque entité Guadeloupe et Martinique. Et quand on parle d'autonomie, c'est la possibilité de faire un maximum de choses, de décisions sur place, sans pour cela passer par le centre. Bon. Donc il faut trouver les meilleures formulations. C'est là que ça blesse. Il y a des fois une demande forte, jugée trop forte, de pouvoir sur le plan local. Et puis il y a aussi une attitude peut-être de vouloir tout faire à un certain niveau, jugée un peu exagérée par le niveau local. Donc il faut trouver le bon dosage. Mais il faut surtout réinstituer des perspectives à l'université. Ce qui se passe, c'est que l'université aujourd'hui est en train de se discréditer par des conflits souvent de personnes, et on n'arrive pas à pouvoir mettre tout le monde dans le même ballon. Ce qui fait que le caractère discrédité du fonctionnement de l'université fait que les jeunes partent faire des études ailleurs parce qu'il n'y a plus de confiance. Il faut rétablir donc cette confiance-là. Moi, j'aurais initié plusieurs propositions. La première proposition, c'est continuer à mieux accompagner les étudiants qui sont sur place, parce qu'avant que je sois à la région, il n'y avait pas d'aide pour les étudiants qui restaient localement. Il y avait une aide pour les étudiants qui partaient. C'est assez paradoxal. J'ai institué une aide pour les étudiants qui sont sur place. Donc, il faut absolument amplifier ça pour intéresser les étudiants. Il faut aussi avoir une charte très précise avec les entreprises. C'est pour ça que je tiens à avoir avec les entreprises des réunions fréquentes, les syndicats ou autres, de personnel, pour qu'on puisse avoir des offres qui soient précises et surtout ce qu'on appelle de l'alternance à partir de l'université. Il n'y a pas suffisamment de déploiement de l'alternance pour mettre en synergie l'activité de l'université et l'activité entrepreneuriale. Et puis, je pense qu'il faut s'ouvrir à la Caraïbe. Il faut qu'on décide nous-mêmes de faire notre propre Erasmus universitaire. Et à ce titre-là,
vous savez ce que c'est qu'Erasmus, c'est-à-dire la possibilité d'avoir un programme Ouais. européen, mais un programme européen qui s'est conçu sous l'Europe continentale. Et quand vous parlez d'Erasmus local, on vous dit, mais attention, il faut aller en Espagne ou au Portugal pour faire de l'Erasmus, c'est-à-dire partage de langue, de connaissances en matière de langue. On a réussi avec des coups de boutoir, avec et Mme Girardin, à installer les possibilités d'avoir un Erasmus local financé par l'État. Mais c'est quand même assez incroyable, il faut que ce soit financé par l'Europe. Bon, je pense qu'il faut se saisir de ce dossier-là, parce que par ailleurs, on a besoin d'amplifier la dynamique de coopération scientifique avec les pays de la Caraïbe. Moi, j'aurais travaillé sur l'Erasmus qu'on a gagné à l'Assemblée nationale, et de faire de telle sorte qu'on puisse avoir un budget qui sera négocié avec certaines grandes universités sur le plan de la Caraïbe, de l'Amérique du Sud, de l'Amérique centrale, pour pouvoir inciter des jeunes qui viennent de ces pays anglophones, francophones ou hispanophones, venir sur des filières actuelles, des filières modernes. Et ces filières modernes, pour terminer, je pense qu'il y a plusieurs créneaux, plusieurs secteurs, et qu'il faut absolument valoriser, notamment la mer. Et des écoles techniques d'ingénieurs qu'on peut absolument développer sous d'autres thématiques que la thématique de ceux que les Guadeloupéens ont ici. Il faut amplifier aussi les formations, et c'est en cours aujourd'hui sur la médecine. Et il faut absolument travailler sur ce qu'on appelle le volet de la biodiversité. Ces deux champs-là sont essentiels, et nous pourrions ajouter aussi des campus des métiers. Et parmi les campus des métiers qui pourraient être connectés à l'université, il y a ce qu'on appelle sur le travail aérien, sur les métiers de l'aérien. Si on trouve 2 ou 3 vecteurs de l'excellence qui travaillent et qui sont impliqués dans la dynamique d'organisation de l'université, on pourrait amplifier l'attractivité de la Martinique. Parce que là où nous sommes en panne, M. Marajo, mais on est vraiment en panne, on est en panne d'attractivité. Et c'est le développement touristique, économique, industriel, de l'agriculture qui peut nous redonner du crédit en termes d'attractivité. Quelqu'un prend un avion au Canada et dit « je vais en Martinique parce que j'ai envie d'y être ». Un jeune Martiniquais est à Paris et vient ici et dit « je vais en Martinique parce que la Martinique se développe ». C'est pour ça que je suis pour, dans ce cursus universitaire et formation professionnelle, à mettre en place ce qu'on appelle une gestion prévisionnelle des emplois et des compétences par EPCI. C'est-à-dire, on essaie de lisser, de cibler l'évolution des besoins en fonction de la programmation des développements économiques que vous faites. Si vous n'avez pas une programmation lisible sur le plan économique, vous ne donnez pas d'espérance et vous ne savez pas vos besoins. Et actuellement, on est dans le ridicule d'avoir les métiers de base qu'on ne trouve pas en Martinique. C'est quand même incroyable. Donc nous devons absolument raisonner et travailler comme ça. La deuxième composante dont on ne parle pas du tout, c'est la souffrance absolue de la presse en Martinique, avec des exemples de faillite, de disparition, de mise en sommeil. Est-ce que vous seriez prêt à imaginer, comme ça se passe au niveau national, une espèce de ligne budgétaire pour aider de manière structurelle et indépendante des convictions politiques, une presse, parce que la presse, je pense que vous partagez cette idée, est une partie de la garantie de la démocratie, de l'expression de la démocratie. La phrase que vous venez de prononcer est très importante. Si on ne donne pas des garanties à la presse d'un fonctionnement indépendant, on n'a pas de démocratie. Et c'est très, très, très dangereux pour le pays. C'est pour ça que je partage tout à fait le point de vue. Je l'ai initié, À l'Assemblée nationale, j'ai obtenu auprès de Mme Girardin, Mme la ministre Girardin, un fonds destiné au soutien des petites télévisions. C'était d'abord ça. Mais il faut élargir ça à la presse d'une manière globale, c'est-à-dire la presse écrite, la presse parlée et la presse télévisuelle. Plus la presse numérique. Plus la presse numérique. Ouais. Bon. Mais il faut quand même avoir des limites dans ce qu'on peut aider, parce que vous avez presse numérique et presse numérique. Bon. Deuxième chose, c'est que nous avons l'obligation, et on l'avait fait, à une communication extrêmement précise pour que la population puisse construire son émancipation sans être tombée dans l'endoctrinement. Bon, ce qui veut dire qu'il va falloir quand même qu'il y ait un minimum de déontologie. Et troisième chose, c'est qu'on a complètement oublié qu'en fait, qu'il y a une économie de la presse. Oui. Et si petite qu'elle soit, bon, mais s'il y a une économie, comme vous avez du monde qui travaille dans la presse, il y a des dizaines, voire des centaines de personnes qui travaillent dans la presse. Donc il faut protéger les journalistes, il faut protéger la déontologie journalistique, il faut absolument avoir un budget
Et je ne peux pas demander à l'Assemblée nationale que le gouvernement mette un budget qu'on ne pas coller en l'air en bagaille. Donc on va coller quelque chose dessus pour accompagner le développement et l'accompagnement notamment à la modernisation. Et je suis très content de ce qui se passe parce que la numérisation, j'ai eu l'occasion de visiter une radio récemment, la numérisation donne des possibilités véritablement de démultiplier la possibilité d'information. Allons poursuivre un peu l'analyse de votre programme. Donc on a parlé économie, on a parlé de cette notion de précarité de la population qui souffre, on a parlé de la culture, allons un peu plus loin sur tout ce qui touche à l'éducation. Ça on l'a évoqué à travers la fac, mais de manière globale, parce que la CTM c'est quand même les lycées et les collèges, plus tout un personnel, et on a l'impression que là aussi, il y a des dysfonctionnements majeurs. Est-ce que là aussi, vous avez des choses à proposer? Parce que les problématiques, moi je peux vous dresser une liste énorme des problématiques, ne serait-ce que le confortement, la mise aux normes des bâtiments. Il y a un chantier gigantesque là. Un chantier gigantesque qui fait partie du plan de relance. J'avais pu démontrer que la DRES, la dotation régionale à l'entretien scolaire, n'était pas utilisée à bon escient. C'est-à-dire on gardait, c'était une tactique budgétaire, 80%, 60 à 80%, pour d'autres choses, notamment pour faire de l'excédent, et on n'investissait pas. En 2010, quand je suis arrivé à la collectivité régionale, sur 22 lycées, il y avait 20 qui n'avaient pas d'avis favorable de la commission de sécurité. Ah oui, c'est grave. Tu as dit, vous croyez qu'il m'a eu l'école, alors que n'importe quoi il peut faire, et puis il prie, quoi. Bon. Donc quand je suis parti en 2015, et on avait 100% des 20 sur 22 qui avaient les autorisations et les normes de sécurité. Donc là, il y a un chantier de mise en normes sismiques qui est essentiel, à la fois pour les collèges, lycées, responsabilité de la CTM, mais aussi sur les écoles primaires, les écoles maternelles. Nous avons aussi un énorme chantier sur l'attractivité démographique, parce que si jamais on n'a pas une politique familiale, en plus de l'attractivité de ceux qui vont venir, et qu'on n'améliore pas le taux de naissance, appelons ça le taux de fécondité locale, on est mort. Parce que on va tomber à moins, on est tombé déjà à moins 5000 personnes par an, et dans les 5000 personnes, c'est le nombre de naissances qui diminue. Oui, la natalité est en train de chuter, oui, mais... et à terme, le nombre de morts va être supérieur au nombre de naissances. À terme, ils ont commencé. Enfin, bon, il y a il y a encore une petite marge. Ouais. Et aujourd'hui, donc, il faut absolument qu'on ait une politique de la famille qui puisse soutenir l'augmentation de nombre de naissances. On a l'impression que vous voulez toucher à tout, finalement. Mais pas parce dit que le là choix. encore... mais j'ai pas le choix. Ouais. Vous allez me dire que c'est la responsabilité de l'État. Non, c'est pas ce que la responsabilité de l'État, c'est Faïch Martinique. Donc, on va attendre l'État d'où Faïch. Mais comment on fait? Écoutez, prendre notre tête et nos cerveaux, de nous mettre autour d'une table avec toutes les personnes concernées. Parce que si vous n'augmentez pas la démographie aujourd'hui, grand-maman, moi, c'était 14 Tirmaï. Bien entendu, c'est plus possible. Maman, moi, c'était 7. Et aujourd'hui, c'est moins de 2. C'est moins de 2. Moins de 2. Ouais. Bon, donc il y a un problème. Les gens font moins de 2. Vous savez qui? Comment on va manger? Comment tu les éduques? Donc les mères de famille, notamment monoparentales, elles sont très en difficulté. Donc nous avons une jeunesse, il va falloir dire clairement qu'il faut pousser. Mais pour ça, il faut et prendre cette partie de la population et pas chouchouter, mais bailler tous les moyens, activités, logement, travail, crèche, accompagnement, déplacement, etc., pour donner l'envie d'aller à 3 enfants en moyenne. Il faut le tenter. Il ne faut pas attendre de Paris. Paris boot. Ouais. Bon, vous avez compris, boot? Alors, vous n'avez pas répondu. Vous avez compris quand j'ai dit Paris boot? Oui, on a parfaitement compris. Ah bon? Je ne suis pas tout seul. On est plusieurs. Non, mais pourquoi vous n'avez pas réagi? Non, mais justement, je vais réagir par Paris une question. n'a plus de solution, à part le bibidome qui bat nous à sens inverse sur la démographie. Et je vais dire Paris en disant cette expression créole boot, c'est-à-dire Paris est aujourd'hui dans un rapport d'égalité et se suffit de ça. Alors j'allais vous poser la question. D'initiative locale. J'allais vous poser la question. Et a du mal à ouvrir l'esprit vers des initiatives adaptées à la réalité. La problématique, est-ce qu'elle n'est pas au-delà du Paris boot? Est-ce que ce ne serait pas plutôt Paris bon et puis ça, quoi? Parce que j'ai noté à plusieurs reprises une espèce d'exaspération des autorités nationales
vis-à-vis de l'outre-mer de manière générale, sur le fait de stigmatiser un certain nombre de comportements, une espèce de condescendance. En clair, je résume, hein, l'empathie presque paternaliste et doudouiste pour nous, c'est fini. Et c'est fini même depuis un certain temps. Oui, je partage ce point de vue. Je ressens ça fortement à l'Assemblée nationale. On a eu une période avec des... Je décris, hein, je ne prends pas position. Une période, bon, bien sûr, cette très mauvaise et dangereuse, grave période coloniale, où il y avait des stratégies de domination extrêmement puissantes. Asservir, humilier l'esclavage, mettre en esclavage, asservir, etc. Bon, période qui s'est arrêtée en 1948. Et puis vous avez cette période d'accès à l'égalité des droits, à la citoyenneté, qui avait une espérance incroyable. Et ça s'est fait en 1946. Et vous avez une nouvelle période qui s'est développée d'accès à l'égalité, parce qu'on vous donne l'égalité en 1946 par la Constitution, mais on ne vous applique pas l'égalité. Ouais. Donc il y a une course, une aspiration à cette émancipation par l'égalité, par la citoyenneté, par l'éducation. Bon, c'est cette course-poursuite... Ça a pris du temps. Hein. Ça a pris 45 ans. La dernière loi de 2016... Sur l'égalité réelle. L'égalité réelle. Ça montre bien qu'on prend 50 ans pour régler le point. C'est un peu chlordécone, quoi. On prend 40, 50 ans pour se rendre compte qu'on... On va aborder ça il y a un problème. Dans quelques secondes. Et à ce sujet-là, je pense que aujourd'hui, la République et ainsi que le gouvernement, les gouvernements successifs, pas seulement le gouvernement actuel, n'ont plus de solution de mécanisme. Dernière solution hyper forte, ça a été la défiscalisation, au sens global du terme. Et puis après, les gouvernants sont entrés dans une logique. Et j'ai été confronté au groupe socialiste quelquefois à un débat incroyable sur le fait de réduire les perspectives de la différence et des besoins de rattrapage par rapport à l'application du droit à l'égalité. En gros, le raisonnement, c'est le suivant. Vous demandez l'égalité des droits, il faut que ceux qui vivent en France reconnaissent que l'égalité, pour eux, c'est aussi valable et que nous ne pouvons pas faire d'efforts supplémentaires ou exceptionnels parce que vous êtes en Outre-mer. C'est quand même humiliant, quoi, comme attitude. Donc, ce qui fait que nous souhaitons rester dans la République, c'est le vœu de la population martiniquaise. Moi, je dis, OK, nous y sommes, on y reste, on est dans l'ambiance de l'Europe, mais qu'est-ce qu'il faut faire pour reprendre la main en termes de stratégie de développement, de politique de développement, d'actions, d'équipements qui viennent de nos têtes et de nos cerveaux. Ça doit partir d'ici, en fait. Bien sûr, il faut que ça parte d'ici, principalement. Ça ne veut pas dire qu'on écarte l'État, au contraire. Mais on ne peut pas se permettre de dire qu'on remet les clés de la pensée et de l'initiative qu'aux mains du préfet, aux mains du ministre. Donc, eux-mêmes, ils disent, mais qu'est-ce qu'on fait? Bon. Oui, c'est ça. Le plus souvent, ils nous disent, mais bien sûr. Quels sont vos projets? Mais j'ai rédigé beaucoup de rapports sur l'économie circulaire. Qu'est-ce qu'on fait? Sur les politiques de formation intégrée. Qu'est-ce qu'on fait? Sur la polyactivité. Par exemple, vous avez des gens qui ont... Yokadi, il y a un job informel, etc. Mais non, on peut inventer, et j'ai inventé la polyactivité. C'est-à-dire avoir des droits sociaux et des droits à la retraite, même sur 4 ou 5 activités. Et que ce soit reconnu dans un processus sécurité sociale ou autre, qui puisse nous donner le droit à la retraite en partant. Ça veut dire que la polyactivité devient statut, mais c'est inventé localement. La loi sur l'indivision que j'ai présentée, mais ça vient de mon cerveau, de notre cerveau martinique, quoi. De dire qu'au lieu d'avoir l'unanimité, on peut aller jusqu'à avoir 51% pour pouvoir sortir de cette situation-là. La question de l'habitat informel, mais ils n'ont pas ça à Paris, ils n'ont pas ça à Roubaix, ils n'ont pas ça à Mulhouse. L'habitat populaire, c'est Caïnou, c'est à nous. Donc, soit on regarde et puis en yeux hexagonal, soit on regarde et puis en yeux nègre, en yeux antillais. Et moi, je trouve aussi beau Trenel, Volga, Citron ou les autres quartiers populaires qui sont autoconstruits que les pavillons qu'on nous présente dans certains quartiers. Et ça, il faut qu'on se l'approprie et que nous rendions encore plus belle. Ça veut dire qu'il faut avoir des opérations de droit à l'accès au foncier qui puissent permettre aux gens de dépasser le seul fait qu'ils soient autoconstruits. Cela veut dire que c'est un vrai chantier sur l'accès au foncier. Et je regrette qu'aujourd'hui encore, qu'on ait des milliers de personnes qui n'ont pas de titre de propriété sur les 50 plages géométriques, sur les terrains privés qui sont loués, y compris sur certaines habitations où les gens sont là depuis plusieurs générations. Oui. Alors, allons pour finir parler d'une question qui est récurrente, qui est celle de la relation avec les béquets.
Sur ça, vous avez une position qui est tranchée par rapport à celle, par exemple, des activistes. Et vous êtes dans un rapport qui est, semble-t-il, un rapport de plutôt d'empathie, mais d'empathie vigilante, voire de recommandation à une co-construction. Vous n'êtes pas dans le rejet, dans la stigmatisation. Et un certain nombre de gens se demandent ce qu'il y a derrière, en fait. Pourquoi vous êtes conciliant? Pourquoi vous avez probablement revu un certain nombre d'idées là-dessus? En 2 mots. Alors, on a des sujets que je voulais évoquer, peut-être. Mais il nous reste quelques minutes. Notamment le football, la mer, la yole, etc. Je vous passe la main après. C'est une question très importante. Je considère qu'on ne devrait pas vivre en communauté. Je suis d'origine indienne. Et ma famille indienne vient de Pondichéry. Et je suis aussi en partie d'origine africaine. Donc je ne revendique pas que je sois dans une communauté complètement fermée. Je sais que la culture indienne m'a beaucoup apporté et tout ce qu'on peut entretenir pour la culture indienne, c'est important. Et que nos frères et sœurs ont des pratiques traditionnelles, mais nos sœurs et frères indiens ne se sont jamais enfermés dans une communauté. Bon, en disant, oui, voilà, y compris spatial. Et je pense qu'il y a certaines choses qu'il faut peut-être ne pas faire, ne pas donner le sentiment qu'on s'enferme dans une communauté précise. Pour moi, l'Indien est martiniquais, l'Africain est martiniquais, le Béké est martiniquais, ceux qui vivent depuis longtemps ici, qui viennent de Syrie ou du Moyen-Orient, yo martiniquais, et ceux qui vivent ici depuis très longtemps, qui ont la peau blanche, ils viennent de l'Hexagone d'ailleurs, yo martiniquais. Et ceux qui vivent qui sont dans la Caraïbe et qui viennent ici vivre depuis longtemps, ce sont les Martiniquais. Et Césaire nous a donné la ligne en disant, attention, on doit pouvoir faire peuple. On doit pouvoir construire. Mais bien sûr, si on doit pouvoir faire peuple, il ne faut pas simplement effacer le passé par un revers de main. C'est dans ce cadre-là que j'invite tout le monde à aller vers des réparations qui soient dans la dynamique du progrès. Ouais. Qu'est-ce que j'appelle des réparations de la dynamique du progrès? Je pense que lorsque je propose que 30% des terres agricoles qui sont en friche, ou des terres tout court qui sont en friche, soient consacrées, c'est le rapport sur la chlordécone, soient consacrées à la diversification agricole, et que tout le monde y participe, y compris les planteurs de bananes et les planteurs de canne ou de production de distillerie, eh bien c'est tout le monde. Parce que si on ne permet pas aux jeunes Martiniquais, quelle que soit son origine, d'accéder à une terre qui soit viable, mécanisable et exploitable, eh bien vous rapatriez les gens dans un secondaire humiliant, ce qu'il ne faut pas faire. Et quand je dis qu'il faut absolument qu'on donne accès à l'immobilier d'entreprise à tous, je parlais des terres agricoles, et qu'on doit créer les conditions, quelle que soit son origine, d'accéder à la possibilité d'initiative économique, c'est pour moi aussi essentiel. Et quand je dis qu'il faut absolument qu'on participe à une relecture de l'histoire, notamment après la colonisation, et que l'espace public présente trop des imageries ou des symboles qui ne rappellent qu'une partie de la population, ça, il faut le faire, et on a donné des noms. Si j'étais totalement défavorable à ce qu'on touche à Schœlcher, c'est probablement parce que Schœlcher représente un symbole pour moi de contribution à l'abolition de l'esclavage, mais renommer des noms, déplacer des noms Buc, déplacer Joséphine quelque part, mais enfin, il faut aller jusqu'au bout. Je prenais l'exemple sur une télévision, une radio, je ne sais plus, de Ducos. Est-ce que les Martiniquais sont conscients de ça? Et personnellement, je ne veux surtout pas qu'on stigmatise qui que ce soit au niveau des communes, mais Ducos était quand même un ministre des colonies qui a accompagné Napoléon dans le rétablissement de l'esclavage. Donc il faut qu'on ait de manière apaisée, et je suis sûr que la maire de Ducos doit y penser aussi, comment on fait ça? Parce que si vous enlevez ça brutalement, est-ce que les gens ne se sentiront pas humiliés? Il ne faut surtout pas les humilier. Et on a des dizaines de cas, mais il faut revenir vers quelque chose qui puisse nous réunir. Alors, et aller vers ce qu'on appelle, de mon point de vue, une nouvelle démocratie économique, ce qui n'est pas tout à fait le cas encore. Donc, ça, c'est un chantier que vous allez ouvrir. Oui. Alors, je vous disais, je vous passe la main sur les éléments que vous vouliez mettre en exergue, sur la yole en particulier, sur le sport,
notamment le football. Vous avez été un joueur de football. Oui. Oui, il y a des choses qui sont... Pour terminer, quels sont les éléments que vous souhaiteriez évoquer? D'une manière générale, sur le sport, je pense que dans le programme, il y a une série de propositions. Sur le sport santé, je pense que l'IMS peut jouer un rôle encore plus important, mais aller beaucoup plus loin. Et l'accompagnement à la formation des formateurs. On a aussi le tourisme sportif qu'il faut privilégier. Il y a aussi à relancer des grandes compétitions internationales, notamment ce qui concerne l'athlétisme. Et il faut absolument qu'on puisse aussi accompagner les jeunes très tôt dans la prise en charge, et surtout les infrastructures qui ne sont pas adaptées. Je pense actuellement sur ce qui est du quotidien des jeux des quartiers ruraux, qu'il faut absolument apporter une contribution pour restaurer, réparer des choses qui sont abandonnées, des équipements sportifs. Il y a vraiment un chantier sportif à faire. Et il y a une piste, à mon avis, qu'il faut absolument regarder de très près. C'est ce qu'on appelle le cadre fédéral, le statut fédéral. Actuellement, notre football est en train de souffrir beaucoup, vraiment souffrir. Et comment faire pour relancer le sport, le football? Je pense que l'idée d'appliquer en Martinique le statut fédéral, c'est-à-dire que donner la possibilité, avec l'accord de la fédération, à 5 joueurs par club en R1, par exemple, et de pouvoir payer et rémunérer des joueurs qui ont un statut fédéral, ça peut permettre... C'est un début de professionnalisation, en fait. À mon avis, c'est une première étape qui est intéressante. 5 joueurs choisis par leur qualité. Bien sûr, il faut faire attention à ce que ces 5 joueurs-là qui jouent avec d'autres n'ont pas des compétitions. Ça veut dire qu'il faut se donner la possibilité de sortir parce que la personne est âgée et remplacée. Et donc, on a une accession à un statut particulier. Ça peut permettre de créer une vraie dynamique locale. Et je suis assez favorable à ça. Ramener les spectateurs vers les stades. Ramener les spectateurs et surtout être à un niveau de compétitivité par rapport à la Guadeloupe et la Réunion. Parce que la Guadeloupe vient d'adopter cela. Et on me dira, mais comment on finance ça? C'est l'équivalent de SMIC. Ça peut nous permettre aussi d'avoir une contribution européenne, une contribution bien sûr du secteur privé, d'instruments financiers, mais aussi de la collectivité territoriale. La Guadeloupe vient de l'adopter. Depuis un moment, la Réunion l'a adopté. Et pour la jeunesse d'une manière générale, nous avons proposé ce qu'on appelle un minimum initiative émancipation pour les jeunes, parce qu'on a des jeunes qui sont hors de la raquette, hors des garanties jeunes, hors des emplois aidés, mais qui sont dans une situation de souffrance terrible. Donc cette garantie, ce minimum émancipation jeunesse pourrait justement permettre de financer en partie des présences sportives ou des qualités sportives qui pourraient demain permettre à un jeune de devenir un Thierry Henry au niveau de football ou un Sorrento au niveau du handball. Mais je pense vraiment qu'il y a une dynamique sportive qu'il faut accompagner, qu'on n'accompagne pas suffisamment. Serge Letchimy, cette émission s'achève. Merci. Oui, on a passé plus d'1h30. Merci. Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous savez que dans cette émission, il y a un petit quart d'heure bouquin. En régie, si on pouvait aller à notre partenaire Librairie Antillaise. Je vous rappelle que la Librairie Antillaise est notre partenaire pour cette rubrique. On va faire un petit peu de pub pour nous-mêmes sur nos magazines. Donc, le Business News, les 500 noms du pouvoir. Alors, dedans, ça tombe bien, il y a les résultats d'un sondage sur le baromètre politique et notamment cette course au pouvoir de la CTM. Ensuite, l'historial avec l'histoire du dernier nègre marron de Martinique, le cas Beauregard. Et puis, un certain nombre d'éléments sur Cuba, l'histoire de Cuba également, sur la baie des cochons. Et puis, évidemment, le People Yole. Alors, il semblerait qu'il y ait un projet de Tour des Yoles en 2021. On l'avait déjà un petit peu annoncé sur la couverture. Alors, venons-en au livre. Je ne résiste pas au plaisir de vous... à nouveau, vous recommandez le bouquin de Raymond Aucollier. Alors, tant pis, je dis la vérité. Alors, vous allez sourire, lisez ça, parce que c'est quand on quitte la scène politique, un certain nombre d'entre vous, Serge Letchimy,
pense à nous raconter des histoires croustillantes et Raymond Collier en a il y a quelques perles dans ce bouquin. Raymond, je connais bien, on a été en classe ensemble au lycée Schellcher. C'est un garçon extrêmement sympathique. Je rappelle que Raymond Collier est planté un drapeau rouge-vert-noir au sommet du lycée Schellcher et qu'il a bravé les autorités. Depuis, il est devenu social-démocrate, un peu à l'image de votre parcours. Je recommande également le livre de Marlène Hospice, Pierre-Juste Marny, Jusqu'au bout du silence. Un bouquin qui narre l'épopée de Marny, qui est un personnage très controversé, mais qui est aussi considéré par une partie de la population martiniquaise comme un héros. À vous de vous faire une idée, mais en tout cas, quelqu'un qui compte dans l'histoire de la Martinique. On parle souvent ici d'Haïti. Christophe Warny, ou Varny, comme vous voulez, Haïti n'existe pas, 1804-2004, 200 ans de solitude, un bouquin extraordinaire sur les souffrances de ce peuple, de ce pays, qui n'a guère été épargné par ses voisins, en particulier les États-Unis. Et puis, le dernier de la série de Greg Ice, alors ça c'est le polar, mais c'est un polar un peu particulier, il y a 3 volumes, ça c'est le dernier de la trilogie, qui traite des relations dans le sud des États-Unis, évidemment, entre les populations blanches et les populations noires, avec des éléments extrêmement importants sur la ségrégation raciale et le post-esclavagisme dans le sud des États-Unis. Lisez ça, c'est extrêmement intéressant. Serge Letchimy, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. C'est pour ça que vous allez me demander quels sont les livres que j'ai lus ces derniers temps. Je pense que ces derniers temps, vous n'avez pas eu j'ai pas eu beaucoup de temps, mais j'ai quand même eu le temps de lire, de me ressourcer un petit peu. Ça a été très rapide à la fois. Pas la tragédie du roi Christophe, quand même. Non, non, du tout. Non, le livre de Marie-Josée Ali qui est sorti sur Césaire, j'ai eu le temps de le lire, c'est très bien. Et puis je suis allé un peu plus loin par rapport à cette période du début de la colonisation, le livre du révérend père là-bas. Oui, oui, ça c'est les fondements. C'est très précis, on voit d'où on vient. Exactement, notamment des histoires sur la côte atlantique. Exactement. Aux alentours de Merci beaucoup, merci. Merci Serge Letchimy, merci de nous avoir suivis. Et on continue, mais on changera de domaine. La politique, c'est terminé parce qu'on n'a plus le droit de faire de la politique entre les deux tours, avant le premier tour et entre les deux tours. Donc, je vous réserve quelques petites surprises et des acteurs incontournables de la société martiniquaise. Merci beaucoup. À très bientôt. Eh ben voilà. Super.